tous. Alors, merci de cette invitation et je vais essayer de remplir mon rôle. L'idée est peut-être de vous faire réfléchir, de nous faire réfléchir collectivement un peu à tous les bouleversements, tous les changements qui sont en ce moment dans l'éducation et ailleurs que dans l'éducation, bien évidemment, et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment on peut comprendre et peut-être travailler sur les évolutions en cours. Alors, je vais commencer par justement un instrument particulier. Voilà cet instrument. Je pense que vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Voilà, si vous regardez bien, il y a une sorte de petite calculette ici. Et là, c'est un boulier. Alors, on peut se dire, voilà, c'est les trésors de l'infographie. Maintenant, on est capable de bâtir avec l'informatique des instruments un peu particuliers, des mélanges. Vous voyez bien l'aspect traditionnel du boulier, comme instrument de calcul, et instrument d'apprentissage du calcul, et la calculette, instrument de calcul, et qui pourrait être aussi un instrument d'apprentissage du calcul. Alors, pour éviter de faire les choses à moitié, je voulais ramener l'instrument. Ça vous prouve qu'il existe. La matière, elle est toujours importante. Je veux dire, faire dans l'informatique n'est pas contre la matière. C'est deux choses. On manipule l'information, mais on manipule en même temps les objets physiques. Voilà, vous pouvez le voir, je vous le fais circuler, parce qu'en plus, vous verrez que c'est un instrument, vu sa construction, qui est un instrument bon marché, et qui marche encore. Voilà, si on met sur on, vous pouvez faire des calculs. Alors, la question, maintenant que je peux vous convaincre du fait que je vous ai ramené l'objet de son existence, voilà, on peut penser que l'autre instrument de calcul ou d'apprentissage ou d'aide à l'apprentissage de calcul, c'est le crayon, tout bêtement, c'est le calcul écrit. Ben, finalement, pourquoi un tel instrument est-il conçu? Pourquoi les gens se sont dit c'est important de créer pour les écoles un instrument un petit peu bâtard, un instrument hybride qui va mélanger l'instrument classiquement utilisé, qui est le boulier, et une instrumentation moderne, informatique, électronique, qui est la calculatrice. Voilà, c'est des instruments, on peut penser qu'ils sont complémentaires. Voilà, là, je vous ai juste mis des images. Il y avait des objets qui existent, qui étaient séparés, et on va les réunir. On trouve maintenant, d'ailleurs, c'est assez intéressant, sur tout un tas de tablettes, on reprend ces mêmes instruments, mais on les numérise complètement. C'est-à-dire, on met un faux boulier ou un boulier numérique ou électronique sur les tablettes, comme vous avez aussi des calculatrices sur les tablettes ou sur les ordinateurs. C'est-à-dire, on refait ces instruments qui sont en partie matériels, on les refait de manière non matérielle sur les tablettes et sur les ordinateurs. Alors, pourquoi les réunir? Alors là, c'est très important pour ces questions d'apprentissage, c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, on pense que c'est important de réunir les deux. Le travail sur le nombre, le travail sur le calcul, en gros, ça réunit deux choses. Et en gros, dans tous les instruments qui vont nous intéresser, il faut toujours penser à cette dualité, la dualité d'effecteur et la dualité d'instrument, capteur. Toutes les choses qu'on utilise, d'un côté, ça vous permet d'agir sur le monde. C'est le côté effecteur. Pour ça, il vous faut quelque chose sur lequel vous pouvez opérer. Et apprendre le calcul avec un boulier, c'est justement que vous pouvez manipuler les boules, bouger, vous avez le rôle du corps, le rôle physique, justement, dans la manipulation ou dans la manipulation du processus même de calcul. Par contre, quand on regarde ce que fait une calculette, le processus de calcul, il disparaît complètement. Vous ne pouvez avoir rien sur le processus même de calcul. Il est interne, il est absolument non visible et non contrôlable. Et la deuxième chose, c'est que c'est un instrument de visualisation, donc visualisation parce que le nombre est aussi représenté. Donc ces instruments, à la fois, ils vous permettent d'agir et de voir. Vous avez cette dualité complète entre les deux. Et il y a un instrument qui vous permet, lui, d'avoir un contrôle et une visualisation du processus de calcul lui-même, le boulier, et quelque chose qui vous donne aucun contrôle sur le processus même, qui est la calculatrice. En ce sens, ces deux instruments sont totalement complémentaires. Il y a quelques années, c'était un de mes copains qui était psychologue, il avait un problème, il avait une petite calculatrice, c'est son fils qui avait ça, et il me disait, c'est bizarre, il y a un problème, la calculatrice, au lieu de multiplier, elle divise.
Alors il me dit, tiens, je te montre, il prend la petite calculette, il tape 27, il dit, voilà, je tape 27, je multiplie par 10, et il s'affiche 2,7. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que tout le monde pense, dès que vous avez des instruments informatisés, vous avez forcément dans votre tête, que ce soit conscient ou non, une idée du fonctionnement interne. Et c'est sur la base de cette idée du fonctionnement interne que vous allez raisonner sur les objets du monde. Pour lui, c'est tout simple. Il y a sûrement un relais qui était inversé, je veux dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire on a une vision mécanique du fonctionnement de ces instruments. Donc pour lui, c'était tout bête. Il y a un truc qui, à l'intérieur de l'instrument, qu'on ne voit plus le processus de calcul, on ne sait pas comment la machine opère pour calculer, eh bien, il y a un relais interne qui devait être inversé, ce qui expliquait ça. Alors bien évidemment, ce n'est pas ça qui se passait. Ce qui se passait, c'est tout bête. C'est que le processus même d'affichage était modifié. C'est-à-dire, l'affichage était en scientifique. C'est-à-dire que derrière ça, la machine affichait 2,7 et vous aviez un petit 2 quelque part, indiquant que c'était justement multiplié par 10 puissance 2, multiplié par 100. Donc la calculette fonctionnait tout à fait parfaitement. Mais la personne ne s'attendait pas à voir un changement d'affichage, ne voyait pas le 2 qui était affiché et ne comprenait pas ce que finalement les choses donnaient. Et après, son impossibilité de contrôler le fonctionnement interne même de la machine rendait impossible, si on n'a pas l'expertise justement de comprendre ces phénomènes d'affichage des nombres, justement le processus était totalement fermé. Alors c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire cette idée que ces instruments, quels qu'ils soient, il faut associer un élément physique, corporel, avec des éléments de traitement d'information. Et en gros, l'apprentissage repose aussi, surtout que si l'apprentissage doit être automatisé à force, c'est-à-dire on voit créer des automatismes, il faut qu'on puisse justement contrôler suffisamment les processus internes. En général, ce que ne permettent pas les technologies justement issues de l'informatique que l'on manipule. Et très souvent, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on va essayer des faux processus internes visibles pour aider les apprenants ou les utilisateurs justement à mieux comprendre ce qui se passe derrière. Sinon, on perd toute maîtrise de ce fonctionnement, ce qui est très handicapant pour les questions d'apprentissage. Alors ça, on le retrouve, cette idée d'écriture, de support, etc. Et derrière ça, il y a une notion assez classique, pas classique non, parce que je ne l'ai pas vu souvent, c'est cette notion de trajectoire d'instrument. C'est-à-dire les instruments changent de rôle dans l'éducation. Ce sont des instruments de calcul. Le boulier est un vrai instrument de calcul. Dans pas mal de civilisations, il reste encore un instrument de calcul, mais il peut devenir un instrument pédagogique, justement d'apprentissage du calcul. Et il y a des instruments qui conservent le rôle d'instrument de calcul, mais perdent ou n'ont pas acquis cette notion d'instrument pédagogique. Et de l'autre côté, certains perdent leur rôle d'instrument de calcul, mais redeviennent instruments pédagogiques. Je l'ai fait dans le désordre, attendez. C'est ce que vous voyez avec ça, par exemple. Ça, c'est typique. Je ne sais pas si encore beaucoup de gens utilisent ces règles à calculer. Ce sont des instruments de calcul. Ils redeviennent maintenant intéressants comme instruments pédagogiques, puisque la manipulation même de l'instrument vous renseigne sur les opérations qu'il fait. Alors que l'informatique ne permet plus de le faire, sauf si vous créez des choses particulières. Donc cette dualité est très importante et je pense qu'elle est essentielle si on veut comprendre les phénomènes d'apprentissage. Alors j'en viens, voilà. Ces questions de gestes, d'affichage, vous voyez, l'affichage ici, sur une calculatrice, ça vous impose ça. Voilà, c'est des nombres. C'est la représentation standard décimale. Et là, il y a une autre vision du nombre et de son écriture par le boulier. Et cette question d'invisibilité des processus est très importante. À l'époque, au début, dans les années 80, on essayait justement de faire ce qu'on appelait des micro-mondes, c'est-à-dire finalement faire des mondes simulés qu'on peut manipuler et qui avaient une représentation à peu près cohérente sur le monde physique réel, avec des objets, et permettant de transférer notre connaissance du monde physique sur les éléments qu'on va manipuler informatiquement. Et c'est la base de toutes nos interfaces. Je veux dire, tous les objets que vous manipulez sur les machines, elles sont liées à ce qu'on appelle la manipulation directe, c'est-à-dire l'idée de vous faire des illusions qui sont faciles pour l'action. C'est-à-dire on va vous représenter des objets à l'écran. Votre connaissance des objets à l'intérieur, à l'extérieur du monde informatique vous permet d'avoir des idées sur la manière dont vous allez les manipuler. C'est cette notion assez classique maintenant d'affordance, c'est-à-dire de dire qu'il y a des propriétés perceptives des objets. C'est-à-dire vous percevez ce que vous allez pouvoir faire sur les objets. Et on essaye de créer, si possible,
par imitation, par apprentissage, des formes d'objets sur lesquels vous pouvez avoir des affordances, c'est-à-dire des possibilités directes d'action. La difficulté des interfaces qu'on vous donne depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, c'est que ces affordances nécessitent effectivement la visualisation des objets. Vous pouvez travailler facilement si vous voyez les objets, vous ne savez plus travailler si vous ne voyez plus les objets. Et ce qui pose problème d'ailleurs sur les générations actuelles, c'est que très souvent, ils sont extrêmement performants visuellement, c'est-à-dire qu'ils ont des gestes connectés, surtout avec le tactile, avec les objets qu'ils manipulent ou qu'ils ont l'impression de manipuler directement à l'écran, mais des fois ils ne développent pas le langage nécessaire justement pour aller plus loin. Et si l'objet n'est plus là, ils ne peuvent plus rien faire. C'est des questions de plafond qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Voilà, c'était juste un premier point pour vous situer un petit peu la manière dont j'essaie de prendre les choses pour faire le lien, en gros, entre tous ces instruments et ces technologies. Et voir la nécessité qu'on a toujours d'associer tradition et innovation. Alors là, je vous donnais l'exemple des instruments de calcul. C'est tout à fait pareil sur tous les instruments d'écriture, de lecture, les instruments d'organisation du travail. C'est un des gros problèmes qu'on a actuellement. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est que ce qu'on apprend à l'école, dès la maternelle d'ailleurs, ce sont les techniques d'organisation qui viennent de l'entreprise du début du XXe siècle. Et l'informatique nous permet d'avoir tout un tas d'autres techniques d'organisation, mais qui ne sont pas encore enseignées à l'école. Ce qui nous complique énormément notre travail. Et les techniques de communication, bien évidemment. Alors ceci étant fait, je vais essayer de voir les choses en essayant de dérouler un certain nombre de constats sur la situation actuelle et comment on peut percevoir ou comprendre les choses qui sont en train de se transformer. Alors premier constat, juste pour que vous ne m'épreniez pas, je suis absolument convaincu depuis très longtemps qu'il y a un changement en profondeur. L'informatique, c'est d'abord une technologie d'écriture. Elle révolutionnera l'éducation, ça, il n'y a pas de problème. Notre système, il est fondé sur le livre et le cahier, il est fondé sur l'écriture, au sens habituel du terme, c'est-à-dire une écriture qui est indissociable d'un support sur lequel elle est plongée. L'informatique, depuis très longtemps, vous permet de séparer l'écriture d'un support. Et c'est ça qui révolutionne tout. Parce qu'après, il y a tout un tas de traitements, il y a tout un tas de choses. Ce qu'on ne sait pas, c'est la vitesse de ces transformations. C'est tout, ça prend beaucoup de temps, humainement, pour voir toutes les transformations qui sont là. Mais en tout cas, voilà, ça va changer les choses. Alors, apprendre et enseigner, en gros, si on veut résumer ce que c'est pour essayer de bien comprendre, ce sont des activités sociales instrumentées. Elles ont toujours été instrumentées. Et on oublie souvent les instruments parce qu'ils sont naturalisés. Le livre est un instrument. Le cahier, c'est un instrument. Et tout ce qu'on fait dans l'apprentissage et l'enseignement, c'est qu'on a des activités, c'est-à-dire que c'est de l'activité. Elle est sociale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça tout seul. On fait ça forcément en groupe. Il y a des relations humaines qui sont liées à tout ça, avec des instruments. Ça s'effectue en général via des institutions éducatives, donc des institutions qui sont là, effectivement, qui ont mission d'aider à transmettre ou à faire construire savoir, etc. Et derrière ça, il y a des buts et des valeurs de ces institutions. On ne peut pas penser l'éducation sans, derrière ça, les questions de buts et de valeurs. Alors pour tout vous dire, voilà, si on comprend les choses comme ça, l'histoire de pédagogie numérique, ça n'existe pas. Ça, c'est une stupidité. Aucune pédagogie n'est numérique. Il n'y a pas d'école numérique ni d'université numérique. C'est-à-dire, ce ne peut pas exister, ces choses-là. Tout ça, c'est du baratin pour des journalistes. Ça ne peut pas être sérieusement écrit. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on change des instruments. C'est-à-dire l'instrumentation est en train de bouger. Il y a un bouleversement qui est lié à ces transformations d'instrumentation et aux implications liées à ces changements d'instrumentation. Et les questions à se poser, c'est quelles sont les incidences de ces changements d'instrumentation qui vont de pair très souvent avec un changement du contexte social. Voilà comment on est obligé de repenser l'enseignement et l'apprentissage. C'est finalement cette transformation instrumentale, mais au cours d'une activité qui est essentiellement sociale et humaine. C'est une activité humaine, point. C'est pour ça que la pédagogie n'est pas numérique. La pédagogie, c'est ce qui se traite entre humains. La pédagogie utilise après un certain nombre de choses. Et derrière ça, l'informatique n'est pas qu'un outil. Je veux dire, c'est un lieu commun parti depuis très longtemps. L'informatique, ce n'est pas un outil. L'informatique et tout ce qui vient derrière, c'est à la fois un outil et un instrument. C'est quelque chose qui permet d'effectuer des choses, de transformer le monde et de voir le monde. Et si les générations actuelles font plein de choses autour justement du déploiement de tout un tas d'instruments, ça a des incidences très fortes sur la manière dont ils vont voir et penser
le monde. Et si on oublie ça, on se trompe complètement. Mais j'essaierai d'y venir sous d'autres façons. Alors, deuxième point, c'est que on dit que les jeunes utilisent beaucoup le numérique, mais en fait, ils utilisent très peu les technologies numériques ou informatiques pour apprendre. Ça, c'est un constat qu'on trouve à peu près partout. C'est-à-dire l'utilisation dans un but d'apprentissage des technologies elles-mêmes est encore très peu répandue. Et ce n'est pas seulement du fait de l'école elle-même, il y a plein de raisons. Alors bien sûr, on a souvent cette idée-là, voilà, on va trouver ça, c'est-à-dire c'est la chambre d'un adolescent, on va trouver tout un tas de technologies, tout un tas d'écrans, tout un tas de technologies différentes, et à chaque fois qu'on fait ces choses-là, il y en a d'autres qui arrivent, je veux dire, voilà. Et ils savent articuler plus ou moins l'ensemble de ces technologies. Mais ça, c'est dans son monde privé, ou dans le monde avec lequel il y a de la connexion avec les pairs, avec d'autres adolescents et d'autres humains. Alors ce qui se passe, c'est que ces technologies que les adolescents utilisent, on ne peut pas utiliser aussi facilement les mêmes technologies dans les institutions éducatives, puisque ce n'est pas très facile d'utiliser les mêmes technologies dans des finalités qui sont en gros extrêmement différentes. Dans les pratiques personnelles des jeunes, essentiellement les technologies sont liées à la construction adolescente, avec ce que des sociologues appellent la tyrannie du groupe. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les mêmes technologies que les autres pour pouvoir communiquer avec les autres, avec le groupe de pairs. Et dans ces cas-là, les pratiques sont d'abord liées à la communication et à l'immédiateté. Les technologies sont là pour répondre immédiatement à nos désirs. C'est quelque chose qui est très en opposition avec l'éducation. Dans toute éducation, il ne faut pas que les technologies et les instruments qu'on utilise répondent immédiatement à tout. Sinon, on n'apprend rien. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait justement une distance entre ce qu'on fait, qu'on puisse essayer de comprendre ce qu'on va faire et revenir sur ce qu'on a fait. On n'est pas plongé dans l'immédiateté, on n'est pas plongé dans un flux incessant. Il faut justement qu'on arrête un petit peu le temps et qu'on prenne cette distance. Il faut cette distance de réflexion, voire un petit peu de frustration. Alors toute la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les mêmes technologies, des technologies qui se ressemblent, pour des objectifs aussi différents, aussi opposés. Et c'est ça qui bloque beaucoup de choses. Et en gros, on s'aperçoit qu'il y a des similarités de surface très fortes, mais ce ne sont pas les mêmes logiciels, ce ne sont pas les mêmes applications, ce ne sont pas les mêmes activités qu'on doit faire dans un environnement et dans un autre. Et en gros, on s'est aperçu depuis assez longtemps qu'il y a des transferts très difficiles entre des univers d'appropriation très différents de technologies. Ce que les adolescents font chez eux, pas les adolescents, en général, les enfants, adolescents, après les étudiants, et ce qu'on fait dans l'environnement scolaire et universitaire. Et en gros, il n'y a pas de transfert d'un univers à l'autre, ou très très peu de transfert. En gros, les jeunes apprennent beaucoup de choses sur la communication en utilisant tout ça, mais finalement, ils apprennent assez peu de choses qui leur permettent d'utiliser de manière très approfondie ces technologies pour apprendre, si l'école, justement, ne leur donne pas les clés pour aller plus loin. Alors, quand on regarde aussi ce que font les jeunes, les compétences sont très mal partagées. Il y a des adolescents ou il y a des étudiants qui sont très bons, qui savent faire plein de choses. Ça représente un petit pourcentage. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas faire grand-chose. Et toutes les enquêtes, on les refait systématiquement, mais on voit que très souvent, ils savent faire un petit nombre de choses. Ils ont un univers d'exploration assez limité, qu'ils contrôlent assez bien, puisque les technologies sont conçues pour ça. Elles sont faites pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, justement, à une utilisation dans le flux, dans l'immédiateté. Donc ils savent le faire. Mais dès qu'il faut sortir de ce qu'ils connaissent très bien, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, notamment parce qu'ils n'ont pas une connaissance suffisante, une distance suffisante avec ces technologies. Et ils n'ont pas développé, par exemple, de langage pour comprendre ce qu'il y a derrière et comment utiliser valablement à autre chose, dans d'autres buts, ces technologies. Sauf si les parents les aident, c'est toujours pareil. Toutes les enquêtes, les dernières, il y a eu des enquêtes sur PISA. Une enquête PISA, c'est d'essayer de voir finalement le rôle dans les résultats de type d'enquête, de l'utilisation d'ordinateurs, etc. etc. Et ce que montre l'OCDE, c'est qu'effectivement, on retrouve un résultat, je vous rappellerai ça tout à l'heure, c'est que c'est toujours le CSP des parents qui est la meilleure chose, prédicteur. En gros, la durée d'utilisation à l'école ne change pratiquement rien. Donc ce n'est pas ce qui se fait à l'école qui va changer les choses, c'est plutôt des éléments qui sont extérieurs à tout ça.
Pour l'instant, ça ne donne pas de choses très importantes. Alors, derrière ça, il y a l'argument qu'on entend très souvent de la motivation. Il faut utiliser ces technologies parce que ça va motiver les élèves, les étudiants. C'est un argument qui ne tient pas debout. Je veux dire, la motivation, elle va jouer sur l'exception. Elle va jouer sur le fait que c'est nouveau. Mais la nouveauté, par définition, elle ne peut pas durer. Et ça joue sur le fait que vous faites des choses différentes de ce qu'on fait habituellement. Donc, tout ce qui est lié à cette motivation disparaît dans la généralisation. Au contraire, ce discours oblige à innover sans cesse, à reprendre des nouvelles technologies. C'est un discours qui comble les gens du marketing. C'est-à-dire qu'on met en sorte d'obligation de rechanger tout le temps, parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Avec en plus un écart qui est tout le temps conséquent entre les technologies qu'on peut avoir dans les instituts de formation et ce que les enfants et les étudiants pourront avoir chez eux. Ils auront, s'ils ont de l'argent, toujours de meilleures technologies que ce qu'ils auront à l'école. Et l'école ne peut pas rattraper sans arrêt, elle ne peut pas changer les machines tous les 2 ans. 3 budgets de l'État n'y suffiraient pas. Donc ce n'est pas possible. Il y a justement derrière ça un piège qui est impossible à changer. Et la responsabilité de l'école, c'est ça. C'est derrière ça, c'est justement de pouvoir repenser ce qu'il y a derrière l'ensemble de ces technologies. Les élèves ne sont pas dupes. Je veux dire là-dessus, là encore. Il ne faut pas trop prendre toujours, surtout les lycéens et après les étudiants, pour des naïfs. Ils voient très bien le monde, en grande partie, ils arrivent à décrypter le monde dans lequel ils sont. Malheureusement, arriver à décrypter, c'est ce qu'on voit toujours sur les questions de risque, c'est qu'ils savent que ça ne marche pas comme les gens le disent, mais comme il y a une pression pour le faire très vite, voilà, tant pis, on va risquer les choses. C'est comme le fait de cette contradiction sur la protection des données personnelles. Les gens sont d'accord en disant c'est très important, mais cette pulsion à montrer tout ce qu'on fait partout, donc à se dévoiler partout. Même s'il y a des risques, on se dit bah, tant pis, je n'y crois pas, mais j'y vais quand même. Je sais qu'il se passe des choses derrière, mais tant pis, parce qu'on est pris justement dans ce flux. Et l'école, bien sûr, a ce rôle à jouer peut-être d'aider à la prise de distance, d'aider à ne pas rentrer trop vite dans ces formes un peu issues du marketing de consommation. Alors juste pour vous résumer, voilà, c'est cette technologie. Les technologies sont en tension avec l'apprentissage, justement. Et il y a une opposition assez irréductible entre ce qu'on fait à la maison et à l'école. La facilitation d'accès ne cache plus, d'ailleurs, maintenant, toutes les complexifications de la qualification même des documents. Le monde dans lequel, là aussi, il a changé sur la production même des documents. Avec Internet, vous n'avez plus forcément d'éditeur intermédiaire qui vous garantit une certaine qualité des documents, des éléments d'origine, une qualification même des documents. Ce que vous trouvez sur Internet, il y a de tout. Donc ça complexifie notre rapport, justement, à tout ça. Et la vision qu'on a en général, c'est une vision d'accès. Alors ce que devrait produire l'école, c'est justement une vision orientée vers le traitement et la réécriture. Il n'y a aucun souci d'aller prendre n'importe quoi sur Internet si, quand on le reprend, on est capable après de le modifier, de le changer, de le réécrire dans un but particulier. Ces phénomènes d'appropriation sont liés justement à des processus. Et si on maîtrise des processus de réécriture, eh ben on aura appris. Il ne faut pas protéger tout contre les risques. Il faut justement introduire les jeunes, les adolescents, les étudiants dans ces compétences importantes de reprise et de remodification de tout ça. C'est ça qui est central. Et l'école, justement, doit jouer là-dessus. Elle ne peut pas être finalement un lieu sacré où tout ce qui vient de l'extérieur est supprimé. Au contraire, c'est un lieu où, sans risque, on peut justement aller voir ce qui se passe ailleurs, le modifier, prendre du recul, etc., avec l'aide justement d'adultes, d'enseignants. Alors, le troisième point, pour essayer de vous donner ma démonstration, c'est qu'on a un système éducatif robuste. Alors, c'est intéressant que ce soit robuste, j'y reviendrai juste tout à l'heure. Mais il est souvent très perméable aux innovations techniques, pour différentes raisons. Mais en gros, elles s'intègrent très peu dans l'école ou de manière extrêmement marginale. Ce qui pose quelques soucis. Alors, si on regarde les technologies dans l'éducation, c'est les technologies utilisées pour l'apprentissage. Les résultats, je veux dire, on les connaît, toutes les études ont été faites depuis très longtemps, et elles donnent à peu près les mêmes résultats, c'est récurrent. C'est l'effet nul ou un effet minime sur tout apprentissage. Ça fait 40 ans qu'on connaît ces choses-là. Les seules études où il y a vraiment des ruptures, d'après ce que les gens disaient, c'est qu'effectivement, vous avez un monde où vous n'avez pas de livres,
Vous introduisez des livres en plus, ça fait une vraie rupture. Dans ce cas-là, il y a un vrai changement dans l'apprentissage. Mais nous, on n'est plus dans une société où il y a une rareté. On change des éléments dedans, mais on le change très peu. Et finalement, ça, pour l'instant, globalement, dans toutes les études, un effet minime sur les apprentissages. C'est lié aux formes de mesure aussi. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais je veux dire, l'impact sur l'apprentissage des technologies uniquement destinées à l'apprentissage est en général assez minime. En gros, les technologies, quelles qu'elles soient, augmentent les inégalités. Ça, on le sait aussi. C'est-à-dire, ça permet aux forts de progresser un peu plus, et les faibles, très souvent, régressent. Il y avait une étude, c'était en 96, justement, où, très extensive aux États-Unis, vous avez pris deux niveaux, niveau correspondant au CE2 en France et un niveau 4e. Et en gros, il y avait de l'utilisation des technologies et ils ont des tests un peu normalisés et ils faisaient le lien avec les résultats aux tests. Et ils s'apercevaient que ceux qui passaient le plus de temps sur ordinateur, c'est ceux qui avaient les résultats les moins bons. Après, quand ils vont regarder un peu plus quels sont ceux qui faisaient beaucoup de temps sur ordinateur, ils tombaient bien sûr sur des critères, voilà, c'était plutôt les Noirs et les Hispaniques. Et quand ils passaient du temps, ils passaient du temps à jouer. Bon, je veux dire, il y a des raisons, on comprend bien que si vous passez votre temps à jouer, c'est pas ça qui va forcément augmenter vos résultats. Ça n'empêche pas d'ailleurs beaucoup de conseils généraux d'acheter des portables aux adolescents et d'être très surpris d'apprendre 1 ou 2 ans après que finalement les choses ne progressent pas beaucoup parce que les adolescents à cet âge-là, justement, quand on leur donne une machine, ils vont passer plus de temps à jouer, à faire autre chose que ce qui est à faire du côté scolaire. Et on retrouve les mêmes problèmes que tout à l'heure. Alors ce qui compte, on le sait, c'est pas l'accès ou le temps d'utilisation, mais sûr, s'il n'y a pas d'accès du tout, ça ne marche pas. Mais c'est pas ça qui compte. C'est la qualité et la diversité des utilisations. Et cette qualité et cette diversité, soit elle est assurée justement par l'environnement familial, soit c'est l'école qui doit justement l'assurer. C'est-à-dire montrer aux enfants, aux étudiants, d'autres choses que ce qu'ils font habituellement. Leur ouvrir justement les portes d'accès. C'était l'exemple avec tout ce que faisait Google en disant voilà, vous avez accès à tout le monde possible, vous pouvez aller voir des images de tous les pays du monde, et ce que font les jeunes de banlieue, c'est regarder leur quartier, c'est tout. Donc ça renforce en gros, la technologie, elle permet de le faire, elle permet d'aller ailleurs. Mais si on vous n'incite pas à aller ailleurs, vous n'allez pas ailleurs. C'est tout aussi bête que ça. Et si l'école n'a pas ce pouvoir justement d'ouverture, et ça ce sont les humains qui l'ont, si justement on ne peut pas se saisir de ces fonctionnalités, finalement ça marche pas très bien. Alors les questions en général sont beaucoup plus sociales que cognitives. Je n'ai pas le temps non plus d'expliquer tout ça, mais je veux dire, le cognitif c'est souvent un facteur qui rassure les parents. Je veux dire, c'est ce que font les éditeurs scolaires, ce que font les producteurs de logiciels, c'est dire voilà, on va être un psycho pour mettre un tampon, ça a été vérifié, et voilà, ça vous permettra d'apprendre. Oui, si on veut. Mais après, les vraies questions, et ça coûte plus cher, c'est des questions qui sont éminemment sociales. C'est la manière dont les choses sont utilisées. Et pas la qualité intrinsèque vérifiée des produits. On a des problèmes, et dans tous les systèmes, mais beaucoup en France, qui sont liés à l'éducation scolaire et parascolaire, qui est un facteur très bloquant dans notre système. Et en gros, les études montraient que, assez souvent, que tout repose sur les enseignants, et que voilà, pour que ça marche, il faut mieux les préparer. C'est tout. Et en gros, on retrouve, c'est-à-dire c'est des résultats qu'on ressort comme ça, mais qui sont finalement les résultats de beaucoup d'études. Alors ces instrumentations, elles sont intéressantes parce qu'il n'y a pas d'éducation sans instrumentation. Et on va résoudre avec les instruments. Alors c'est très important parce que c'est là où on voit les paradoxes de nos systèmes, c'est-à-dire que nos systèmes éducatifs, en général, ne savent pas composer avec les instruments. Si vous mettez des instruments nouveaux, ça change les activités même d'apprentissage et ça change, ou ça devrait changer, les formes d'évaluation même des apprentissages et les examens. Et si on ne change pas les examens, le système, forcément, il va dire les instruments, c'est optionnel, ça ne marche pas bien, c'est pas fait pour. Ce qui fait qu'on a toujours ces choses-là. On croit qu'on va pouvoir expérimenter, créer des choses complexes, etc. Mais on est dans un système global. Si l'institution ne prend pas en compte tout ça et ne change pas globalement ces modalités d'exercice et d'évaluation, le système ne fonctionne pas. Et les gens apprennent ailleurs. L'exemple, c'était une étude menée en 90, de nouveau en mathématiques, c'était calculatrice. C'était le conseil général du Val-de-Marne qui avait... ils essayaient de faire chaque année, pour les enfants entrant au collège, de faire un cadeau. Alors une année, c'était un dictionnaire, et une année, ils ont acheté des calculettes.
calculatrice. Après, ils ont fait un grand appel d'offres, donc ils ont offert aux élèves de 6e une calculette. Alors calculatrice, parce qu'il y avait aussi les fonctions utilisées en terminale et ailleurs. Parce que pour le constructeur, ça ne coûtait pas plus cher de mettre tout ça. Bien sûr, pour les élèves, vous donnez un instrument dont la moitié des touches, vous ne pouvez pas comprendre à quoi elles servent. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on demandait finalement, est-ce qu'il faut apprendre à utiliser cette calculatrice? Et la réponse normale de l'institution, l'habitude, c'est de dire, quand il y a un nouvel instrument, on va contrôler son usage. C'est-à-dire, vous avez le droit de l'utiliser uniquement dans des situations particulières. En gros, pour les calculs, c'était simple, on disait, vous faites les calculs à la main et vous vérifiez avec la calculatrice. Et si vous faites autrement, vous trichez. Alors après, dans les élèves, vous voyez bien, il y a ceux qui vont tricher vraiment, discrètement, c'est les mauvais élèves. Il y a les bons élèves qui vont tricher astucieusement, qui vont après, dans ces tricheries, comprendre mieux comment ça fonctionne. Et quand vous arrivez à un 4e où l'usage est obligatoire, ceux qui ont su tricher en connaissance de cause sont beaucoup plus armés que ceux qui n'ont pas triché ou qui ont triché bêtement. Parce que le système ne s'est pas donné les moyens, justement, de former les élèves avec ces instruments. Dans un questionnaire, on avait demandé d'ailleurs aux enseignants qui devaient apprendre à utiliser les calculatrices. Alors les profs de maths disaient c'est nous. Et puis la question suivante, est-ce que vous le faites? La réponse était non. Alors il y a une chose d'ailleurs, ce qui était assez marrante, c'est que quand on regardait du côté des élèves, il y avait une chose que les élèves savaient tous faire sur la calculatrice, c'est-à-dire vous avez une petite histoire, vous tapez des chiffres, après vous avez un résultat que vous retournez et ça donne un petit mot sur la calculatrice. Et ils savaient tous faire ça. Ce n'est pas l'institution qui leur apprend, ça c'est pas les profs qui leur apprenaient, mais il y avait évidemment un fonctionnement qui marche très très bien entre pairs et tout le monde savait le faire. Voilà, ça c'est un des problèmes avec nos instruments. Alors les instruments en plus ont cette capacité, c'est que ça enlève des occasions d'apprendre. C'est-à-dire c'est toujours ambivalent. Toute technologie est ambivalente dès que vous l'utilisez dans l'éducation. Parce que ça permet d'aller plus vite, ça permet de faire disparaître certains processus internes, etc. Donc à la fois ça vous permet d'avoir des nouveaux possibles, de l'autre côté, ça vous enlève des occasions d'apprendre. Donc ça veut dire qu'il faut changer les activités d'apprentissage. C'est ça qui est complexe. Et ça prend beaucoup de temps. Et ce qu'on s'est aperçu, qu'il y a très souvent des régressions de la part des enseignants, quels qu'ils soient. Ils ont une mauvaise représentation de l'intérêt de l'instrument et très souvent ils régressent. Ça dure qu'un temps. Après, je veux dire, ceux qui résistent peuvent avoir des activités tout à fait intéressantes. Mais il y a des fondements qui sont tout à fait répétés. Alors j'ai pris des exemples en maths, je vais prendre un autre exemple en langue pour changer, pour montrer ce côté ambivalent. Classiquement, dans l'apprentissage des langues étrangères, voilà, on avait ce qu'on appelait l'immersion, c'est-à-dire qu'on envoie un élève à l'étranger pendant 1 mois ou 2, si on a suffisamment d'argent, si on se débrouille, il va ailleurs, finalement il quitte l'environnement quotidien qu'il a, il est dans un autre environnement, et il est forcé de se débrouiller, et finalement assez vite, cette immersion lui fait acquérir les bases de la langue, qu'il va après conforter quand il revient dans son propre pays. Ce que m'avait dit un prof de français il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans, c'est que ça ne marche plus. Ça ne marche plus à cause de nos technologies de continuité. C'est-à-dire quelqu'un qui va d'Islande, qui va aller en France, il a tout un tas de réseaux possibles pour conserver tous les liens possibles avec son pays d'origine. Donc il n'a plus l'obligation de s'immerger justement dans un monde. Il peut rester même à l'extérieur, reconnecté avec son propre monde. C'est un bon exemple où finalement la technologie devient, où ces réseaux deviennent un obstacle fort à l'apprentissage dans un monde totalement connecté. De l'autre côté, vous devez le savoir, les traducteurs maintenant qu'on trouve sur les machines sont tout à fait impressionnants. Ils sont impressionnants, mais ils font plein d'erreurs. J'ai eu l'occasion de voir, même sur les transactions commerciales, c'est assez bluffant. C'était il y a 1 an, j'étais en magasin à Prague pour acheter quelque chose. Et moi, je ne parle pas le tchèque, et la personne ne parlait pas le français ni l'anglais. Tout bêtement, elle a pris tout d'un coup, elle avait l'ordinateur, elle a tapé la phrase en tchèque avec la traduction en français. Pour les transactions commerciales, ça suffit. Là, ça marche très bien. Après, pour les processus plus longs, la culture, effectivement, ça ne marche pas. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais il me semble, derrière ça, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple de ce que j'appelle les résolveurs incomplets. C'est-à-dire que la technologie nous offre des choses qui résolvent plein de choses qu'on a à résoudre, mais imparfaitement, avec plein d'erreurs. Et l'enjeu, bien sûr, c'est de pouvoir travailler avec ces nouveaux instruments. Les profs de langue ont plutôt une résistance en disant, voilà, on va interdire, toujours pareil, on va contrôler l'usage de nouveaux instruments. Ou l'interdire en disant, non, vous comprenez, il fait plein d'erreurs, si les élèves font ça, ils feront plein d'erreurs. Sauf que quand vous voyez fonctionner les traducteurs, les gens qui traduisent effectivement, ils utilisent de manière extrêmement intéressante tout ça.
Ils ont 3 ou 4 traducteurs automatiques, ils connaissent leurs limites, ils savent comment vérifier, ils ont acquis justement une expertise très forte, mêlant connaissance de la langue, connaissance des instruments, connaissance des limites des instruments, et pour eux, c'est irremplaçable dans leur travail. Ben, c'est ça qu'on doit apprendre. C'est ça qu'il faut pouvoir enseigner. C'est justement être capable de prendre ces instruments, même s'ils sont pas bons, c'est-à-dire même s'ils sont limités, ils sont limités. Ils seront toujours limités. Mais on sera beaucoup plus performant si on sait travailler avec ces instruments, en connaissant leurs limites, et en étant capable justement de les modifier, de contrôler les choses, etc. Enfin, c'est plus compliqué parce que personne ne vous explique comment faire. Hein. Moi, je ne sais pas comment il faut faire. Personne ne sait. C'est nouveau. C'est ça qui est l'enjeu fort, c'est vraiment celui-là. C'est comment on recrée un enseignement avec ces instruments imparfaits qui nous entourent. Imparfaits, mais quand même tout à fait, je veux dire, époustouflants dans leur fonctionnalité. Les refuser, je veux dire, à mon avis, c'est suicidaire. C'est justement ça qui ne va pas. Malheureusement, c'est très inconfortable de l'autre côté, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire. Et là, ça devient risqué. Hein, c'est-à-dire que vous ne savez pas du tout comment c'est contrôlé. Il y a la vision du monde extérieur qui n'est pas forcément en faveur de ça, mais voilà, c'est des incidences qui sont importantes, à mon avis, à prendre en compte pour la transformation des systèmes. Alors en gros, le système éducatif est résistant, pour finir là-dessus. Il est robuste, hein, et la robustesse du système, c'est un point important. Hein. Heureusement qu'on a des systèmes éducatifs robustes. Et il faut le prendre comme un point positif. L'effet négatif, c'est qu'effectivement, on bouge difficilement un système comme ça. C'est ça la difficulté. Il y a des côtés encore ambivalents. Hein. Et on sait que finalement, il est adapté à certaines conditions historiques, les conditions évoluent, et il a peut-être du mal, globalement, à s'adapter. Ce n'est pas l'affaire des technologies, c'est l'affaire plus complexe des modifications fortes qu'il y a à prendre en compte. Et l'intégration, ou ce qu'on appelle souvent l'intégration aux technologies, ça échoue, hein, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Je reviendrai, c'est le phénomène de scolarisation qu'il faudrait faire. Et là, le discours habituel, c'est développer des usages, ça n'a pas d'objet, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ces choses-là. Ce n'est pas ça le fondement. C'est modifier le système et comment, finalement, de l'intérieur, arriver à se modifier ce système éducatif, à la fois dans le scolaire et à l'université, justement pour cette prise en compte progressive de toutes ces technologies. En gros, ça, c'est un vieux dessin que vous connaissez peut-être de Fratto. L'État italien, il faisait de la formation d'enseignants et très souvent, il résumait dans des dessins assez extraordinaires, justement, les phénomènes. Voilà, c'est la description, ça, en plus, ça date, hein, des années 70, du modèle d'école conçu comme un modèle industriel. Vous voyez, il y a les enfants qui rentrent, là, avec leur diversité. Ici, ils rentrent dans un système qui va être un peu, voilà, industrialisé, avec du matériel didactique. Voilà, on va les transformer au fur et à mesure, et que si le système fonctionne bien, voilà, on rend à l'extérieur, voilà, les élèves bien disciplinés. Et puis là, ce qu'on appelle le petit taux de rejet. Hein. Voilà. On ne peut pas prendre tout le monde, il faut bien, voilà, on va avec une entrée interdite aux étrangers, etc., etc. Voilà, cette image du système. Bon, ça n'a jamais été tout à fait notre système, mais il y a quand même quelques ressemblances à certains aspects sur la manière de fonctionner des grands systèmes éducatifs. Alors, est-ce qu'on pourra avoir cette fin du modèle industriel? Voilà, c'est une des questions qui se posent. Alors, pour résumer, en gros, il y a quelques questions et tensions qui sont derrière ça. À l'université, vous regardez les transformations, c'est intéressant, j'avais étudié ça du côté des ENT, hein, des environnements numériques de travail. Et quand on voit la manière de communiquer des universités, je veux dire, c'est une vision complètement marketing. Ce qui transparaît, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, avec les technologies, vous pouvez apprendre très facilement, directement, où vous voulez, quand vous voulez, etc., etc. On va essayer d'attirer un peu un client. C'est-à-dire, on voit bien que l'étudiant est devenu un client. Ça a changé dans la façon de penser. Et en gros, derrière ça, l'ENT, alors je cite Yves Chevalier, qui était ici, j'ai pris la confirmation, qui a fait un remarquable petit ouvrage justement sur les ENT, où il montrait bien qu'il y avait une forme de rationalisation associée, normalisation. On retrouve ce modèle industriel. Hein. C'est une façon d'utiliser les technologies justement pour renforcer ça. Et il parlait bien de mort de l'usager. Hein. L'usager disparaît dans tout un tas de commissions, tout un tas de règlements qui sont conçus entre personnes, etc., etc. C'est une forme de technologie qui, dans nos institutions, c'est les constructions institutionnelles qui font ça, ce n'est pas les technologies elles-mêmes. Il y a une transformation qui les rend, justement, orientés vers un certain type de fonctionnement qui, finalement, condamne l'usager lui-même. Et derrière ça, il y a cette illusion de facilité qu'on va
renforcée du côté des apprenants. Hein. Apprendre, c'est facile. Ben non, apprendre, ça n'a jamais été facile. Il y a des choses qu'on apprend très facilement, mais toutes les choses qui sont très organisées, c'est-à-dire qui sont les choses inscrites dans notre histoire, ça s'apprend avec difficulté, on n'y peut rien. Il y a besoin d'institutions pour nous aider à le faire. Et on ne le fera pas comme ça. Je ne veux pas dire que c'est forcément une souffrance, hein. Ça peut être du plaisir de le faire. Il y a plein de façons de le faire différentes, mais ça ne se fera pas de manière automatique. Et cette idée de reconstruire, faire accepter des activités d'apprentissage avec une vision toujours de croyance à la facilité, où finalement, avec Google, que tout est déjà là. Il suffit de bien poser la question, vous aurez réponse à toute question. C'est bien évidemment faux, mais il faut faire comprendre tout ça. Et une façon de trop penser sur l'illusion de facilité ne rend pas les choses justement faciles pour les institutions d'enseignement. Et toujours cette idée d'humanité contraire à la prise de distance. Et ce que je dis souvent, c'est que en gros, les technologies qu'on va utiliser, elles sont faites pour ralentir le temps. Au contraire de ce qu'on fait à l'extérieur de l'école et de l'université. On va essayer dès qu'on peut, à essayer de ralentir le temps, justement pour laisser le temps de l'apprentissage et le temps de la réflexion. Donc on utilise à contre-emploi cette technologie, parce que tout est fait pour qu'on aille le plus vite possible. Au contraire, l'apprentissage va venir si on est capable de ralentir le temps. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire acquérir les compétences à tous. Un bon exemple actuel, c'est l'apprentissage en mobilité. Vous trouvez ça partout. On va dire, vous avez des téléphones portables, il y a plein de trucs, c'est très bien, vous vous connectez, etc. Et les études, alors c'est un exemple d'étude qui a été fait à Bruxelles. Ils ont fait pas mal de trucs sur podcast, etc. Donc, ils ont fait pas mal d'entretiens avec des étudiants, des questionnaires. En gros, les gens utilisent les technologies de mobilité, mais si c'est pour le cœur de l'apprentissage, ils ne l'utilisent jamais en mobilité. C'est-à-dire qu'ils vont le faire dans un lieu protégé, justement, où ils ont le temps de la réflexion et de l'organisation du travail. Par contre, les choses secondaires, ils vont le faire en mobilité. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne concernent pas, là, c'est plus culturel, c'est un autre renseignement, pourquoi pas, je vais regarder, on va le faire dans le métro, dans le train, mais on ne le fait pas sur le cœur de l'activité. Les technologies de mobilité ne sont pas utilisées en mobilité. C'est des choses qu'il faut prendre en compte, parce que sinon, on a une illusion de la façon dont ces technologies fonctionnent. Alors, je voulais vous donner un petit exemple, pour reprendre les choses de manière un petit peu différente, parce qu'on m'avait demandé justement de voir un peu de prospective du côté de l'enseignement à distance. Et c'est très actuel avec les MOOC, c'est-à-dire ces cours massifs en ligne ouverts à tous. Alors, j'ai fait une intervention à Poitiers il y a 3 ans, il y a 6 ans maintenant, en 2009, sur ces changements dans l'apprentissage à distance. Et j'en ai refait une, justement, il n'y a pas très longtemps, à Poitiers aussi, justement pour la fédération sur la formation ouverte. Alors, ce que je me suis aperçu quand j'ai bien regardé, c'est qu'effectivement, en 2009 ou en 2010, je n'avais pas anticipé ni les MOOC ni les réseaux sociaux. C'est toute la difficulté, c'est pour revenir à ces questions de prospective, anticiper les transformations qui vont arriver et leur effet sur l'effet sur les questions d'enseignement et d'apprentissage, c'est très difficile d'anticiper. En général, on se trompe. J'enseignais des choses autour d'Internet dans les années 2000. Quand il y a eu Nupedia, qui était avant Wikipédia, en 2001, l'avis que j'avais, c'est que ça n'avait pas duré très longtemps, quoi. Wikipédia, avec le recul, on peut se dire, voilà. Mais en 2001, je ne sais pas, à part quelques personnes qui pouvaient prédire comment ça allait transformer le monde. Google, en 2000, c'était rien. Hein. C'était un moteur de recherche parmi d'autres. Pas plus fonctionnel que d'autres. Alors c'est très difficile d'anticiper tout ça parce que ça va très vite et il y a des modes sociaux qui se créent très vite derrière tout ça et ça a des effets forts parce que c'est des effets qui touchent beaucoup de gens et qui touchent les institutions elles-mêmes. Bon, ça, je vais laisser les autres musiques. Juste pour cet exemple récent des cours massifs en ligne. C'est un mouvement extrêmement rapide et très intéressant, justement, à comprendre. Puisqu'on trouve, là encore, je me répète beaucoup ces questions d'ambivalence, mais à chaque fois, on constate. Un mouvement MOOC, c'est à la fois effectivement lié à la démocratisation du savoir, mais derrière ça, il y a des forces qui veulent, justement, une plus grande marchandisation de l'acquisition du savoir. Il y a les deux phénomènes en même temps. C'est toujours mélangé, et on a du mal à modifier, à séparer tout ce qui est derrière ça. Et tout ça, c'est typique de ce qu'est Internet. Hein. Internet, c'est à la fois de l'altruisme et de la barbarie, et de la très grande barbarie. Hein. Et il faut être conscient de ça, mais en sachant qu'on est incapable de faire la distinction entre les deux. Et que le mouvement, il mêle de manière indissociable les deux.
Alors on peut se dire, voilà, quand on voit ces mouvements comme les MOOC, c'est nouveau. Voilà, alors il y a des théories, le connectivisme, etc. Oui, pourquoi pas. On peut dire derrière ça, c'est le nouvel avatar des siècles du passé. Hein. Dans les années 50, on avait dit, voilà, avec la télévision, avec tout ça, on va prendre les meilleurs enseignants du monde, on va les enregistrer, et à partir de là, je veux dire, voilà, on n'a plus qu'à les passer partout et ça va révolutionner l'éducation. Ça n'a pas révolutionné l'éducation, et on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire on l'a fait en France, et quand ça ne marchait pas, on l'a donné dans nos colonies après, ou les ex-colonies. C'est ce qu'on fait tout le temps. Après, on se dit, voilà, est-ce que ça marche pareil? Et là encore, on va s'apercevoir, j'y reviendrai tout de suite, que c'est pas tout à fait pareil. Justement, à chaque fois, il y a à la fois du passé et des choses nouvelles. Et les choses sont toujours... C'est la continuité, c'est récurrent, on trouve les mêmes choses, mais il y a des modifications. Et ce qui était intéressant sur les MOOC, c'est l'inquiétude que ça a généré dans l'enseignement supérieur. Il y a une concurrence mondiale très forte. C'est l'idée que certaines universités américaines vont avoir un meilleur contrôle sur une sorte de marché mondial de l'éducation. C'est pas faux, hein. Je veux dire, c'est difficile, mais après, savoir exactement jusqu'où ça peut aller, comment ça s'organise, c'est assez compliqué. L'intérêt que ça a de l'incidence, c'est-à-dire que les ministères ont pris les choses en main, ils se sont dit, voilà, c'est très important, et finalement, pour moi qui travaille depuis ces choses-là depuis 30 ans, je veux dire, tout d'un coup, ce qu'on faisait devenait intéressant. Donc, il y a un effet, on faisait la même chose, hein, ça ne changeait rien, mais le fait que ça les inquiète, vient finalement, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui font de la recherche depuis longtemps, on avait du coup une chose positive. Je travaille avec quelqu'un qui dirige le département informatique de Supélec. Elle travaille sur les questions d'enseignement avec ces technologies. Et on lui avait dit, même depuis 10 ans, il fallait cacher tout ça. Il ne fallait pas qu'elle dise qu'elle travaillait là-dessus. Le fait qu'il y ait les MOOC, ça lui permettait maintenant de dire, si, moi j'y travaille maintenant. Vous voyez, ces changements liés à des inquiétudes. Alors, sur l'enseignement à distance, en gros, quand on regarde bien les transformations qu'il y a eu depuis 1840, hein, c'est la naissance de l'enseignement à distance, en gros, il y a 3 points essentiels qui expliquent les transformations. C'est d'abord les technologies de communication, bien évidemment, et les questions d'infrastructure. La deuxième chose, c'est les technologies du savoir. Les évolutions sont liées aux évolutions des technologies de communication et l'évolution des technologies du savoir. Et les pratiques sociales qui sont derrière, c'est-à-dire ces questions d'accessibilité, d'opportunité et les contextes emploi, diplôme qui vont derrière l'enseignement à distance. Et j'y reviens tout de suite. La naissance de l'enseignement à distance, c'est le timbre-poste. Hein. 1840 en Angleterre, c'est le fait, pour la première fois, de pouvoir acheminer des choses de manière à peu près sûre. Il y a une infrastructure qui le permet. Donc la naissance, c'est Pitman, et le premier cours, c'est assez intéressant, c'est la sténographie. C'est justement les techniques qui apprennent à écrire et à transcrire le langage parlé le plus vite possible. Parce qu'il y avait une nécessité justement de transcription du langage parlé. C'est lié aux technologies du savoir. Hein. Parce que c'est ça qui a été le premier diffusé. Et dès qu'une technologie est inventée, elle est tout de suite utilisée dans l'enseignement à distance. Ça, c'est quasiment immédiat. Hein. Donc l'enseignement à distance, il progresse, ou il se modifie, ou il évolue avec les technologies qui sont disponibles à son époque. Depuis quelques années, ce n'était pas très difficile de comprendre qu'il y a un instrument particulier, c'est le téléphone mobile, portable, intelligent, comme vous voulez. C'est lui qui est finalement le point essentiel de la transformation de l'enseignement à distance. Même si c'est la tablette maintenant, disons, c'est cette fonction qui assure cette espèce de couteau suisse du téléphone portable. C'est un instrument personnel, ce n'est pas celui de les institutions, ça c'est très important, hein, parce que très souvent, les technologies qu'on donne, c'est les technologies des institutions et pas les technologies qu'ont les personnes elles-mêmes. Donc il n'y a pas le même rapport aux objets techniques. C'est à la fois un téléphone, mais il fait plein de choses, hein, audio, photo, vidéo, maintenant c'est un terminal de paiement, etc. etc. C'est un instrument pivot au sens des gens qui travaillent justement sur les instruments, c'est-à-dire que finalement c'est l'instrument central autour duquel les autres instruments vont s'organiser. Et si vous enlevez l'instrument pivot, toute l'activité elle tombe, hein, il y a beaucoup de mal justement. Ça donne un grand pouvoir d'agir justement, quand on maîtrise ces instruments, le téléphone portable. Ça donne la continuité de l'interaction. Là encore avec des effets qui sont ambivalents. Hein. On sait très bien que tous les constructeurs essayent de vous assurer une continuité d'interaction pour dire voilà, c'est comme si après on allait tranquillement avoir une activité bien lissée. Et en fait, on s'aperçoit par les enquêtes des sociologues que notre activité est de plus en plus fragmentée. Bien qu'on ait justement les technologies, ça va à l'opposé hein, de leur discours. Et ça accompagne bien la mobilité. Alors, en Afrique, c'est essentiel. On ne peut plus concevoir l'éducation en Afrique, ces transformations, sans le téléphone portable.
Et là, je vous ai mis cette image, c'est-à-dire ce qu'il disait à Madagascar, c'est que même le gardien de Zébu, il a un téléphone portable. Donc, tous les trucs d'enseignement qui sont liés en Afrique, faits par l'AUF, par Orange, etc., en gros, ils se fondent essentiellement autour des possibilités des téléphones portables. Et en gros, c'est aussi la puissance moderne des grandes industries de télécommunications. Je veux dire, là encore, c'est jamais neutre, hein, il y a tout ça, mais c'est essentiel, ces changements. Derrière ça, c'est ressonger que même si les instruments technologiques sont là, il y a toujours plusieurs distances. Et ça, c'est bien perçu par l'enseignement à distance depuis très longtemps. Hein. Il y a la distance spatiale, on voit bien, la distance temporelle. On peut travailler sur plusieurs fuseaux horaires, ça on voit bien, c'est des petites choses. Il y a une distance linguistique, ça aussi c'est très important. Ça joue aussi sur les façons de penser l'éducation. Il y a des formes culturelles, les distances culturelles sont aussi très importantes. Et on ne peut pas les ignorer dès qu'on fait de l'éducation. Il y a les distances cognitives, peut-être qui nécessitent de l'accompagnement. Et il y a les problèmes classiques de distance, hein, où quelqu'un, il a besoin de sentir le groupe. On a toujours du mal à travailler tout seul. Donc, fabriquer du sentiment de présence, ça c'est très important, et c'est des choses qu'on fait de plus en plus depuis très longtemps, hein, l'enseignement à distance. C'est-à-dire, finalement, associer les gens à un groupe. Et après, voir que la distance, elle a toujours une difficulté par rapport à la coprésence, c'est-à-dire qu'on a des difficultés sur la référence, la désignation, etc. etc. L'idée toute bête, c'est quand on est ensemble, si je vous désigne la fenêtre qui est là, c'est tout simple, tout le monde peut la voir, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne peut pas le faire à distance. Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte est l'autre personne. Donc les formes de désignation simples qu'on a en présence, vous ne pouvez pas les avoir à distance. Et ça complique énormément de travail. Alors j'avais dit, deuxième point, technologie du savoir. Alors c'est assez classique, hein, je redis là, toujours pareil, hein, bien toujours séparer ce qui est données, information, savoir, connaissance. C'est des choses extrêmement différentes. Alors on ne peut pas forcément donner une définition unique suivant les cultures, suivant les personnes, il y aura des définitions un peu différentes, mais c'est très important qu'une donnée, c'est un élément atomique, ça peut être traité par des machines, ça c'est pas un gros problème. Une information, c'est des données qui sont mises en forme, mais c'est des données, c'est du côté des données elles-mêmes organisées. Le savoir, c'est un élément essentiellement collectif. Le savoir, c'est ce qui est transcrit. Ce n'est pas ce qui est dans la tête des individus. Le savoir, c'est ce qui a été écrit quelque part. Et toutes les technologies qui permettent d'écrire le savoir sont tout à fait essentielles. C'est pour ça que le savoir était écrit avec les technologies du papier. Maintenant, le savoir, il s'écrit différemment. Et ce qui est savoir, c'est ce qui est reconnu par une communauté. En général, une communauté de scientifiques qui disent le savoir, c'est ça. Le savoir, il bouge. Hein. Ça n'empêche pas que les communautés, elles peuvent dire, voilà, c'est ça qu'on sait à un moment donné, et quelques années plus tard, on change. Mais le savoir, cette notion, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est ce qui a été collectivement écrit et assuré par des collectifs particuliers. Les connaissances, par contre, c'est ce qu'on construit nous-mêmes, dans nos têtes. Ça, c'est différent, c'est lié aux personnes. Et tout le problème, bien sûr, c'est ces liens entre les informations, les connaissances qu'on va construire, etc. Et quelles que soient les technologies, c'est justement ces passages-là qui sont intéressants. Après, il y a différents types de savoir. Et on reconnaît de plus en plus d'autres types de savoir, c'est-à-dire d'autres groupes humains qui sont capables d'écrire des savoirs. Alors, il y a des savants, l'université a perdu ce monopole, en gros, du savoir. Et il y a des experts, il y a la figure de l'amateur qui est en train de bouger, un amateur éclairé. Il a beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses et il peut l'échanger maintenant beaucoup plus facilement dans des communautés. Donc il y a le savoir et l'écriture même du savoir est en train de bouger. Je vous donne un exemple, je vais parler de Wikipédia, justement je vais revenir sur Wikipédia. Wikipédia en général, quand on entend les gens, alors ça bouge depuis 2 ans. C'est un motif récurrent de contrainte, hein, de complainte. Et en gros, c'est le lieu commun. Le lieu commun, c'est de dire on ne peut pas faire confiance à quelque chose du fait que n'importe qui peut la modifier. Et quand on le dit comme ça, ben oui, c'est vrai, n'importe qui peut le modifier, donc oui, on ne peut pas faire confiance. C'est idiot, c'est-à-dire c'est ne pas comprendre le fonctionnement même de Wikipédia. Sur Wikipédia, toute transformation d'un article, s'il y a des choses débiles décrites, c'est modifié dans les secondes qui suivent, ou dans les minutes qui suivent. C'est-à-dire il y a une grande stabilité justement sur des erreurs de ce type-là. Là où Wikipédia est très faible, et c'est lié à c'est pas Wikipédia lui-même, c'est nos fonctionnements. C'est un groupe très organisé, Wikipédia ne peut rien faire. Donc un groupe organisé qui veut répandre n'importe quoi, là, Wikipédia n'a pas forcément les outils pour lutter contre ça. Mais nos sociétés n'ont pas forcément les outils pour lutter contre ça.
C'est là la difficulté, justement. Donc, ce n'est pas dans l'écriture simple que Wikipédia a un problème, c'est justement dans, finalement, l'imposition d'une vision particulière par un groupe organisé. Tout seul, vous n'arriverez pas, ça, c'est pas possible. Mais un groupe organisé pourrait le faire. Alors, en gros, quand on voit les gens, la plupart du temps, c'est l'intuition honteuse. Hein. Et l'autre lieu commun, c'est dire Wikipédia, c'est bien pour commencer une recherche, je regarde les mots-clés, mais après, je vérifie toujours à l'extérieur. Qui c'est qui a le temps de faire ça? À part à l'université, sur des savoirs qui sont utiles, c'est-à-dire qui c'est contrôlé par quelqu'un, on fera attention, on va prendre le temps de le faire. Mais dans la vie quotidienne, on ne le fait jamais, sinon c'est pas la peine. Donc on va dire, voilà, pour se rassurer, voilà, je vérifie, bien sûr, je ne crois pas ce qui est écrit dedans, mais voilà, tout ça est ailleurs. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a, depuis mercredi dernier, il y a un grand questionnaire sur Wikipédia. Hein. La demande de dons a été remplacée par un questionnaire en ligne, justement, sur l'utilisation de Wikipédia. C'est Nicolas Julien de Télécom Bretagne qui a lancé ça avec Collectif Marsouin. Il attend plus de 16 000 réponses, justement avec les façons de déclarer les choses autour de Wikipédia, la croyance dans sa fiabilité, etc. et aussi dans des questions économiques derrière. Mais c'est intéressant, je vous invite à remplir ce questionnaire, c'est tout à fait utile de regarder ça. Alors quand on regarde plus en détail Wikipédia, on voit que la communauté des Wikipédiens, c'est-à-dire ceux qui travaillent beaucoup sur l'encyclopédie, elle est extrêmement bien instrumentée. Donc ils ont des outils, des instruments très forts hein, pour gérer toute l'encyclopédie. Les données sont totalement ouvertes en plus. D'ailleurs, pour la recherche, Wikipédia maintenant est une mine exceptionnelle. Hein. Pour les gens qui travaillent sur les langues, le fait d'avoir aligné plein d'articles dans des langues différentes, c'est exceptionnel de faire des traductions, etc. Les gens ils ont des corpus maintenant liés à Wikipédia qui sont fondamentaux. Donc ça devient un outil lui-même en tant que tel. C'est une institution à Wikipédia à l'heure actuelle. Alors ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, Wikipédia, on voit bien comment ces projets se transforment. Pour augmenter sa qualité, les premières enquêtes comparatives, c'était en 2005-2006, où ils ont comparé Nature, Britannica et Wikipédia, pour dire que finalement, il y a à peu près le même taux d'erreur hein, dans les articles qui étaient des articles scientifiques. Mais ce n'était pas connu, ça n'a pas changé le point de vue de la plupart des gens. Mais après, il n'y a pas eu d'enquête. Une dernière enquête, il y a eu il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, mais elle était sponsorisée par Wikipédia lui-même. Donc effectivement, ça veut dire que les autres ne le font pas, c'est tout. C'est-à-dire, il est obligé de le faire. Donc finalement, la qualité, c'est Wikipédia qui l'assure lui-même. C'est-à-dire, il a créé des régulations internes pour assurer une meilleure qualité des articles, avec des labels de qualité, avec tout un tas de choses qui nous indiquent que là, c'est mal fini, etc. Des commentaires sur les articles, etc. Ce qui est, en fait, ce processus a assuré une grande professionnalisation des contributeurs de Wikipédia. Ça a un effet très négatif maintenant qu'on connaît bien ce type de collectif, c'est que ça augmente le coût d'entrée. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui veut devenir contributeur pour Wikipédia, c'est très difficile. Et c'est pire que l'école. Hein. Si vous essayez de soumettre un article, c'est du rouge partout. Hein. Ils vont corriger tout. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on se retrouve dans un phénomène où, finalement, les Wikipédiens veulent assurer la qualité de leur encyclopédie, mais ils ont besoin d'un lot de contributeurs et d'un petit taux de renouvellement pour assurer, justement, la continuité du projet. Et là, il y a une contradiction. Et effectivement, ils ont du mal à recruter maintenant des nouveaux membres. On retrouve ça d'ailleurs dans les réseaux d'enseignants. Si vous connaissez les réseaux d'enseignants, tels que Césamat, Clionaut, il y a eu quelques soucis pour l'histoire-géographie. Voilà, il y a des contributeurs. Il faut trouver, à la fois, il faut professionnaliser les contributeurs pour faire des productions de bonne qualité. Et une fois que vous l'avez professionnalisé, comment vous assurez le renouvellement avec les nouveaux qui ne se sentent pas forcément les compétences, les qualités pour intervenir. On a toujours ces effets difficiles. Et en gros, de l'autre côté, ce qu'on regarde, c'est qu'à la fois, Wikipédia, c'est très instrumenté, mais les utilisateurs, eux, sont très peu instrumentés, ne comprennent pas. Wikipédia donne tous les éléments pour comprendre et aider à situer la qualité d'un article. Ce qui n'était pas dans les encyclopédies d'avant, c'est-à-dire vous avez tout l'historique d'un article possible. Vous avez toutes les discussions sur un article. Donc s'il y a des phénomènes qui sont très controversés, vous l'avez dans les discussions. Vous n'avez pas ça dans les encyclopédies. Hein. C'est-à-dire, le papier ne permet pas de faire ça. La difficulté, c'est que c'est compliqué à lire tout ça. Et les intermédiaires, finalement, ne sont pas instrumentés. C'est-à-dire, vous n'avez pas, finalement, une vision collective ou des instruments collectifs qui se sont développés suffisamment pour qu'on ait, finalement, une lecture des articles Wikipédia facilitée. Et si on veut regarder la fiabilité ou si on veut juger de la qualité d'un article, on n'a pas d'outil particulier. Et cet écart entre, finalement,
un collectif très instrumenté qui s'est professionnalisé et le grand public fait que l'intermédiaire, ça manque. Par exemple, moi je pense que c'est une chose que devraient faire les documentalistes. Il devrait y avoir des collectifs de documentation qui devraient se professionnaliser autour de ça. C'est bien un enjeu très fort autour de la documentation de savoir juger des productions collectives et de trouver des moyens de montrer justement la qualité de production collective. Et ça, c'est un phénomène très important à l'heure actuelle, c'est les potentialités de ces écritures collectives ou massivement collectives. Et ça, on n'a pas de modèle pour bien comprendre les fonctionnements derrière tout ça. Et les idées qu'on a a priori ne sont en général pas les bonnes. Ce qui fait pour dire, voilà, le Wikipédia, ce n'est pas le risque, c'est le contexte, le manque de formation, le manque d'outils pour juger, etc., etc. On retrouve toujours les mêmes idées. Alors le savoir où il est, là aussi c'est tout à fait nouveau, le savoir maintenant il est partout. Et on est très loin des bibliothèques d'Alexandrie, c'est-à-dire on avait des lieux qui étaient dépositaires du savoir. Maintenant, avec ces technologies, avec ces réseaux, vous pouvez le mettre partout. Il est distribué partout. Avec ces formes de réalité augmentée ou de réalité mixte, vous pouvez, en gros, sur les objets physiques et matériels, mettre de l'information en plus. Donc mettre de l'information liée au contexte dans lequel vous allez observer ou rencontrer ces objets. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en train de bouger très très vite là-dessus. Et la manière dont le savoir est accessible, structuré, c'est en train de bouger complètement. Et effectivement, vous avez besoin de lieux de concentration, c'est les fermes de serveurs, comme Google ou d'autres. Mais vous n'allez jamais visiter les fermes de serveurs, il n'y a rien à voir dedans. C'est ce qui vous permet de l'avoir partout. C'est un coût, c'est compliqué, mais c'est tout à fait une autre chose. L'image que je donne d'ailleurs très souvent, c'est ce qu'on connaît bien du côté de la documentation, c'est que une fois que vous avez des bibliothèques, il faut bien que vous expliquiez ce qu'il y a dedans. Donc il faut faire des catalogues. Et le catalogue, bien sûr, il faut qu'il soit quand même pas de la grandeur de la bibliothèque, sinon ça n'a aucun intérêt, il faut qu'il soit petit le catalogue. Il est fait pour circuler. Donc l'indexation que vous faites sur les objets, sur les documents, il est considérablement plus petit que les documents que vous allez indexer. Et bien, avec les moteurs de recherche actuels, c'est le contraire. Je veux dire, ce qui est indexé sur les documents est plus gros que les documents eux-mêmes. Ce qui n'aurait aucun sens dans le monde matériel, s'il y a besoin de les circuler. Mais ça a complètement changé. Parce qu'un moteur de recherche, il a besoin d'indexer tout. C'est-à-dire qu'il faut, il passe son temps à envoyer des robots automatiquement, il va reclasser et réindexer tous les éléments qu'il trouve. Pour ça, il faut énormément de machines, de puissance de calcul, ce qui fait que les index sont considérablement plus grands que ce que vous indexez. Ça n'aurait aucun sens dans le monde matériel des bibliothèques. Mais c'est le monde dans lequel on vit et ça a de l'incidence. C'est-à-dire, c'est ce qui vous permet après de répandre, en quelque sorte, le savoir partout. Comment on va apprendre maintenant avec un savoir répandu partout ? Voilà. Et sous quelle forme ça va être ? Est-ce que le livre va disparaître ? L'audio, la vidéo retrouvent un regain d'intérêt. C'est de plus en plus intéressant et les gens vont produire maintenant leurs vidéos. C'est un mouvement qui devient très fort. On sait depuis très longtemps que la vidéo est très importante dans pas mal d'apprentissage, notamment en cuisine, pour les musiciens. Il faut regarder le geste. Et le geste, il faut des angles de vue très particuliers pour le voir. Ça ne se décrit pas, ce n'est pas les mots. Il faut voir, il faut les mots et la vision du geste, mais sous des angles particuliers, peut-être plusieurs angles. Ça va petit à petit le montrer. Et finalement, de quoi dispose l'apprenant pour gérer tout ça ? Voilà, les institutions sont là, mais c'est plus compliqué que ce qu'on peut voir. Et juste là-dessus, pour vous indiquer, voilà, le truc que je n'arrive pas bien à traduire, c'est Alan New, qui est un spécialiste justement des livres. Et pour lui, il remet la notion de livre dans cette expression de forme d'une certaine durée d'attention conjointe. Voilà ce que peut devenir le livre maintenant. Alors que pour nous, c'est un objet matériel fondamental qui a son histoire. Maintenant, avec ces technologies qui bougent, est-ce que la notion de livre ne va pas se transformer dans quelque chose comme ça ? C'est-à-dire, finalement, un objet d'attention sur une certaine durée. Après qu'il peut disparaître, voilà, est-ce que ce n'est pas l'avenir du livre ? Et vous voyez bien que si on a cet avenir-là, ça structure nos pensées de manière extrêmement, extrêmement différente. Les pratiques sociales. Je vous disais, voilà, 3 choses sur l'enseignement à distance, mais bon, c'est valable pour tout. Les technologies de communication, les technologies de savoir, mais aussi les pratiques sociales et leur acceptabilité. Alors ça, j'aime bien montrer un vieux dessin de Robida. Il était à l'époque de Jules Verne. Il avait un ouvrage qui s'appelle La vie électrique, où il essaye de prévoir ce qui allait se passer au XXe siècle. Et là, il décrit finalement un objet qui finalement revient à l'enseignement à distance. Vous voyez ici, c'est le téléphonoscope qu'il appelle. En gros, on transmet l'image à distance.
Alors là-dessus, voilà, il y a toujours des visions technologiques. Hein. Quand elle a besoin d'utiliser le téléphonoscope, la personne doit avoir des pantoufles isolantes, hein, pour éviter les phénomènes électriques. Donc à la maison. Alors ce qu'il explique, c'est que Estelle, depuis l'âge de 12 ans, suivait les cours d'Institut de Zurich sans quitter sa famille, uniquement par télé. Précieux avantage pour les familles éloignées de tout centre, qui ne sont plus forcées d'interner leurs enfants dans les lycées ou collèges généraux. Estelle avait donc fait toutes ses classes par télé sans sortir de chez elle, sans bouger de Lothair-Brunnen. Elle suivait aussi de la même façon les cours de l'École centrale d'électricité de Paris et prenait en outre les répétitions par phonogramme de quelques maîtres renommés. Par malheur, elle n'avait pu passer ses examens par télé, les règlements surannés s'y opposant. Et, devant les maîtres examinateurs, une timidité qu'elle tenait un peu de son père lui avait nui. Voilà, c'est un phénomène où on annonce déjà depuis très longtemps la manière dont l'apprentissage à distance peut exister, mais il est dans un contexte social, de reconnaissance de diplômes, de reconnaissance de l'identité des personnes, etc., etc. Alors en contrepoint, je vous disais, voilà, je vais juste reparler des MOOC un tout petit peu, sur un exemple d'abandon. Alors ça, c'est sur un cours qui est sur Coursera, la grande plateforme américaine, de composition anglaise. Alors pour vous situer, vous voyez bien que quand vous regardez Coursera, il y a cette idée quand même très centrée sur l'enseignant. Et là, l'enseignante en particulier, voilà, c'est l'image de l'enseignant qui prédomine. Et bien sûr, la personne qui s'inscrit au cours, c'est cette image-là qu'il a. Hein, voilà. Et ce qu'on nous demande de faire des teasers, c'est-à-dire des choses qui sont finalement de la publicité, hein, pour inciter les gens à s'inscrire. Hein. Le reste, c'est une autre question. Et après, si quelqu'un sur son blog expliquait pourquoi le cours était très bien, il avait dû abandonner le cours, et il faisait un dessin tout à fait parlant, qui montre bien ce qu'est la spécificité sociale maintenant de ces formes d'enseignement. Alors il se décrit chez lui, et là vous le voyez, il fait un peu de gymnastique, il a son portable, et c'est la figure d'enseignante qui est devant. Donc en même temps qu'il fait son sport, il se connecte sur le MOOC, il voit le truc. Là il téléphone, mais en même temps, sur la pile de livres, il a le truc. Là, il fait le questionnaire à un autre endroit de la maison. Là, il est peut-être le soir, il boit son café, il écrit quelques notes devant le cours. Il a accroché la tête de l'enseignante sur un mur. Et là, il est en balade, et ben, il a son téléphone portable ou son ordinateur portable, et il est encore connecté au MOOC. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui ont totalement changé. En gros, quand vous prenez les années 50, si vous preniez un cours à distance, vous pouvez le faire chez vous, mais c'est compliqué, il n'y a pas la vidéo, etc. Et si vous voulez aller le faire, il faut vous rendre dans un lieu de formation. Et c'est quelque chose de sérieux, et vous le prenez très sérieusement. Là, ce qui change complètement, c'est les conditions de réception. Finalement, ça peut être la même chose, hein, c'est le même cours, mais le fait que les outils, les instruments qu'a l'apprenant sont totalement différents. L'apprenant, finalement, c'est lui qui le récupère sur le portable, et finalement, il a le contrôle sur le cours. Alors que quand vous avez un cours collectif, vous n'avez aucun contrôle sur le cours, hein, sinon ça ennuie tout le monde, parce que le collectif ne peut pas apprécier ça. Mais quand vous le faites tout seul, vous le faites absolument où vous voulez et quand vous voulez. Et vraiment. L'autre point, d'ailleurs, c'est l'effet de marque est très important sur les MOOC. C'est-à-dire les gens se disent c'est très important. Voilà, c'est l'occasion d'aller suivre un cours de Stanford. Alors, ce n'est pas autorisé à tout le monde de le faire, et les gens, en tant qu'étudiants, n'ont pas pu le faire. Et vraiment, c'est une occasion très forte. Ou alors de suivre un cours de Centrale Lille, de l'ASEC ou de telle institution. Donc ça, l'effet de marque est très important. En même temps, vous avez l'effet de marque, et de l'autre côté, vous convoquez chez vous quelqu'un qui peut être réputé. Et c'est vous qui avez le contrôle. C'est-à-dire, si la vidéo ne vous plaît pas, au bout de 2 minutes, vous éteignez, vous faites autre chose. Et vous pouvez reprendre quand vous voulez. C'est-à-dire, à la fois, vous avez quelque chose qui est finalement chose de prestigieux, mais en rendant le contrôle total à l'apprenant. C'est tout à fait nouveau dans les conditions de réception. Alors ça, on l'a vu dans des séries d'entretiens qu'on avait fait sur l'importance de la marque et les conditions de réception. Dans les entretiens, d'ailleurs, les qualificatifs qu'ils employaient sur le MOOC dépendaient du lieu dans lequel ils suivaient la formation. Et on a eu tous les cas. Hein. Vous avez l'exemple classique où les gens font ça dans la chambre à coucher, avec le conjoint, qui peut suivre un petit peu le cours, ils peuvent discuter des trucs. Une personne qui fait ça en faisant la cuisine, en surveillant les enfants. Voilà, c'est des choses qui s'insèrent dans la vie quotidienne. Là, ça n'existait pas avant, et c'est des phénomènes sociaux qui sont en train de transformer les choses. De quelle façon, c'est assez difficile. Et ce contrôle, il est tout à fait important. Après, les comportements sont très différenciés. Hein. On fait ça seul ou à plusieurs. Les MOOC de révision d'examen se font souvent à plusieurs. Hein. Il y a des fameux MOOC de Pythagora
sur la philosophie ou sur d'autres choses, où les élèves, mais c'est normal, c'est la révision, ils le font à plusieurs. Et il y a des techniques après de visionnement des mots qui sont très particulières. Il y a un effet de genre. En général, les filles sont plutôt des bons élèves, donc elles font comme c'est recommandé de faire. Donc en général, quand on fait un MOOC, sur les MOOC qui sont une partie du MOOC, c'est avant tout vidéo, quiz, elles regardent la vidéo, elles prennent des notes et après elles répondent au quiz. Ceux qui veulent aller très vite, ils regardent le quiz, ils voient la question et avec la question, ils vont essayer d'aller le plus vite possible à l'endroit de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Et s'ils le trouvent sur Internet tout de suite, c'est encore mieux. C'est les techniques là de très bons élèves qui savent comment contourner les systèmes. Et on a retrouvé tous ces éléments finalement autour des MOOC. Voilà, ça je vais... Juste pour vous dire derrière tout ça, c'est qu'il y a des modèles de base qu'on retrouve sur l'enseignement à distance qui sont toujours intéressants. Le modèle de base de l'enseignement à distance, c'est de dire, voilà, on va apprendre tout seul quand on veut, à son propre rythme, etc. Et très vite, les gens sont face à des problèmes d'isolement. C'est-à-dire, on apprend quand on veut, bien sûr, mais on apprend tout seul. Et apprendre tout seul, c'est très difficile. Il faut être extrêmement autonome. L'autonome, c'est une condition pour suivre. Et la construction de l'autonomie, c'est une vraie question complexe. Ce qui fait que l'isolement conduit à des forts taux d'abandon. Alors le taux d'abandon, dans l'enseignement traditionnel, c'est vraiment, à distance, c'est un élément économique essentiel. C'est-à-dire qu'on peut donner du service aux apprenants qui restent parce qu'il y a un fort taux d'abandon et parce que les gens ont payé. Donc c'est un argumentaire économique très fort, que connaissent bien les gens de l'enseignement à distance. Donc ce n'est pas très inquiétant de dire on va fournir du service parce qu'on sait qu'on a tant qui paye et il va en rester tant. Donc on va le faire que pour un plus petit nombre. Ce n'est pas le cas pour les MOOC, c'est autre chose. Après, on se dit, mais si on veut enlever ce taux d'abandon, on va soutenir les apprenants. Donc on engage des tuteurs. Dans le premier cas, ça ne coûte pas très cher, on laisse des ressources, ils se débrouillent. Voilà, voilà c'est des modèles qui sont peu coûteux, mais finalement assez peu performants. On apprend les tuteurs, l'ennui, c'est que ça commence à coûter. L'astuce, et c'est des astuces qui, en gros, c'est le libéralisme qui rejoint les pédagogies avancées. Et de tout temps encore, on a cette reconnaissance. C'est de dire, finalement, c'est mieux pour les apprenants de construire ensemble. Donc, on va refaire du collectif. Au lieu d'abandonner tout le monde, on va essayer de refaire un collectif distant, avec l'idée qu'on peut faire ce qu'on appelle l'interdépendance positive, c'est-à-dire que le fait d'être dans le groupe, on n'abandonne pas, parce que si on abandonne, ça peut nuire à d'autres personnes. Donc on fait attention, justement, ça nous donne la motivation supplémentaire pour continuer. Et le groupe est un soude là-dessus. Mais sauf si on fait ça, finalement, on peut faire jouer aux apprenants eux-mêmes le tutorat. Et puis dire, en plus, si les gens sont capables d'enseigner à d'autres, c'est encore mieux. Ils apprennent d'autant plus vite qu'ils enseignent. Donc c'est super, mais ça rejoint les modèles économiques les plus libéraux possibles. Dans ces cas-là, plus besoin de s'ennuyer avec des tuteurs, on ne les paye pas. C'est les apprenants eux-mêmes qui payent et qui jouent le rôle de tuteur. Et finalement, on peut trouver des bonnes formations. Alors après, c'est de réguler tout ça. Effectivement, les premiers modèles liés à Internet, c'est ça qui se passe sur les grandes activités. Vous avez ça sur les trucs de langue, là, comme Babel ou d'autres. C'est-à-dire vous avez des activités ouvertes à tous, pas chères. Les gens vont finalement prendre eux-mêmes des activités de tutorat. Ils vont se faire repérer par ceux qui sont derrière, et après on va les embaucher dans des formations plus payantes, justement à distance. Et c'est des formes tout à fait classiques qu'on connaît sur Internet, mais qui ont des limitations. C'est-à-dire ça marche sur un petit nombre d'individus. Une fois que les choses se sont consolidées, voilà, la porte est fermée. Ça ne marche plus. Alors on va arriver à la prospective, justement. Je reprends toutes les choses, j'essaye de tisser sur plusieurs regards et points de vue. La prospective, parce qu'on a fait ce travail en fait. On avait fait un travail il y a 5 ans maintenant, qui avait été financé par l'Agence nationale de recherche. Il fait ce qu'on appelle des ateliers de réflexion prospective. Et en gros, il voulait qu'on réfléchisse sur l'apprentissage en 2030, c'est pas 2035, c'était 2030, savoir et outils. Et en gros, cet ARP, cet atelier était dirigé par Jean-Marie Burkhardt, qui est un psychologue, un ergonome, qui est spécialiste de l'apprentissage avec le simulateur réalité virtuelle. Là, il travaille maintenant sur les questions de conduite en automobile. Et Georges-Louis Baron, qui est à Paris 5, et lui qui travaille aussi sur l'éducation depuis une trentaine d'années. Alors, au cours de ce projet, justement, on a été amené à travailler, à faire plein d'auditions, c'est-à-dire de voir des gens, d'essayer de comprendre un peu comment ils se transposaient, ils voyaient l'avenir, faire des revues de littérature. On a fait après, ce qui demandait des réflexions à termes de variables, de scénarios, d'hypothèses, etc., etc.
Alors, participer à ça ouvre pas mal de choses, hein. Ça a été finalement un gros travail. Et comme toujours, quand on fait des gros travaux comme ça, on a amassé beaucoup de matériaux qu'on a finalement peu utilisés. C'est-à-dire qu'on a 60 entretiens qui ont été transcrits, qui sont disponibles. On a eu pas mal de choses. Voilà, je vais juste vous donner quelques éléments qu'on peut tirer de ça. Alors, première chose, voilà, quand on fait la prospective, il faut trouver les travaux sérieux. Donc, on a essayé de regarder les travaux les plus sérieux qu'on pouvait trouver pour essayer d'imaginer l'avenir. Un exemple, c'est ça. Zygépus au XXIe siècle. Dans les bandes dessinées, vous avez ces éléments-là. Là, c'est le rayon WW. Ils ont juste oublié un troisième W, sinon c'était Internet. Mais là, vous trouvez dans la littérature de bande dessinée, et même dans toute la littérature de science-fiction, c'est une mine, bien évidemment, pour penser tout ça. Alors, c'est intéressant, c'est que là, c'est les robots, hein. Et dans l'imaginaire collectif, il y a ces robots. Donc, vous avez ce panneau de contrôle, et la personne, je suis un homme génial, je suis son esclave, c'est le robot qui devient cet imaginaire qu'on a tous, hein, cette idée qui nous est inculquée par le fait que la technologie va produire finalement des humanoïdes, des robots, etc., qui vont être totalement à notre service, qui vont justement faire toutes les tâches qu'on ne veut pas faire et qui vont nous permettre d'accéder à d'autres tâches, etc., etc. Bon, on sait que ce n'est pas comme ça, ça fait que ça fonctionne. Bon. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un truc d'ailleurs que les gens ne prévoyaient pas du tout et qui est central dans l'environnement actuel, c'est qu'à chaque fois, vous avez une distance par rapport à cette technologie. C'est-à-dire que vous avez un boîtier de contrôle. Et les technologies qui se développent à l'heure actuelle, c'est de plus en plus des technologies d'action directe sur le tactile, le toucher. Et quand on regarde les recherches à l'heure actuelle, le front de la recherche au niveau mondial, ce n'est plus la physique qui était la discipline dominante, hein, début XXe siècle, c'est la technologisation du vivant. C'est tout ce qui est autour du vivant et de la technologie. C'est autour de tout ce qui peut changer la santé grâce aux technologies. C'est l'idée de l'homme augmenté, etc. Il y a des efforts et du financement considérable qui est autour de ça. C'est-à-dire que finalement, c'est le vivant qu'on est en train de transformer. Et on est en train d'associer la technologie au vivant lui-même. Ça pose plein de problèmes, hein, je veux dire ça, vous devez bien être au courant. Mais c'est très loin de ce qu'on voyait dans toutes les choses de prospective. Alors, on a fait des choses comme ça. Voilà, ça c'est l'exemple. C'est-à-dire, on a fait des grandes cartes en disant, voilà, si on veut penser prospective, voilà tous les éléments, c'est-à-dire toutes les variables qu'on prend en compte. Les recherches sur l'apprentissage en éducation, l'organisation et la régulation des systèmes de formation, les ressources et la mise en œuvre de ces ressources. Et on a vu des variables qui étaient autour de ça. À partir de ces variables, on a mis la documentation autour, on a créé des scénarios, etc., etc. Bien sûr, les questions de culture étaient importantes. Vous ne voyez peut-être pas bien, c'est une gravure tout à fait habituelle, hein, en Corée. C'est le maître confucéen qui est là. Là, l'enfant pleure, les autres rigolent plus ou moins sous cap ou en regardant. Voilà, c'est l'éducation traditionnelle. Et quand vous voyez celui-là, en gros, il fait ça. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça sur un blog coréen. Ça, c'est des évolutions très fortes au niveau de la pensée de l'éducation, c'est-à-dire de la forme, finalement, de la vision de l'autorité traditionnelle et de l'autorité qui est en train de bouger dans notre monde actuel. Qui bouge peut-être plus longtemps, mais qui devient plus forte à l'heure actuelle. Là, on a justement fait un scénario spécial sur la Corée, parce qu'on était en contact avec des Coréens. C'est intéressant parce que la Corée du Sud, pas la Corée du Nord, hein, bien sûr, la Corée du Sud, c'est vu comme l'espèce d'Eldorado des technologies. C'est Samsung, voilà, ils ont des manuels numériques, c'est superbe, etc. Ils ont bien placé à PISA, c'est les plus forts là-dessus, etc. Quand on regarde avec les Coréens le fonctionnement de leur système, on est loin de cet aspect idyllique, hein. Au niveau organisation, c'est que l'organisation politique, il y a une fusion entre le monde politique et les très grandes entreprises. C'est le même groupe, hein. Donc pour eux, c'est la communication d'État, tout ce qu'ils font autour de ça. Et ce qu'ils font sur l'éducation avec les technologies, c'est la communication d'État. J'avais regardé sur Wikipédia, quand on regarde Digital Textbook en anglais, sur la Wikipédia américaine, on trouve le projet coréen. C'est-à-dire qu'ils sont bien organisés justement pour remplir les choses là où il fallait les mettre. Et quand on regarde les problèmes du système coréen, il y a le vieillissement, c'est un thème très fort, hein, dans tous les pays, ce vieillissement de la population et cette nécessité, après liée au vieillissement, de continuer l'apprentissage. Une diminution de la population scolaire, les systèmes éducatifs rigides, il est extrêmement rigide, le système coréen. C'est un système qui est fondé sur des cours payants.
C'est-à-dire que les enfants à l'école font l'école traditionnelle et le soir font des cours complémentaires. Et il y a une pression sociale extrêmement, extrêmement importante. Il y a une compétition à outrance, et ça c'est inscrit fortement derrière cette chose-là, et ça génère des problèmes sociaux qui sont très forts. Alors au Japon déjà, il y a les suicides. Il y a une étude de l'OCDE qui a regardé sur PISA, et il a fait le croisement entre les suicides d'adolescents et les résultats PISA. Il y a une certaine corrélation. On va trouver, effectivement, Japon, Corée, qui sont très bons à PISA. Ça s'explique par la pression scolaire, ces choses-là. Et l'autre chose, c'est une chose qui était au Japon, qui se développait, ce qu'on appelle l'ikikomori, c'est-à-dire le retrait social, c'est-à-dire les jeunes qui ne bougent plus de leur chambre, c'est-à-dire qui ne communiquent uniquement via les technologies. Ils ne communiquent plus avec les humains, et il y a un retrait social extrêmement fort, et c'est un phénomène qu'on commençait aussi à voir en Corée. On ne connaît pas l'ampleur, voilà, c'est des phénomènes sociaux tout à fait nouveaux, qui sont liés très certainement à cette pression, justement, très forte sur les enfants. Après, sur le phénomène de cours payants, ça a rappelé une chose qu'on connaissait. Alors ça, c'est une chose qu'avait vu Jacques Ouellet sur le Charivari. Ça, c'est aussi une fonction d'utilisation des technologies. Là, le journal, en 1880, les jésuites étaient interdits d'enseignement en France. Ils n'avaient plus le droit d'enseigner. Et en gros, ils imaginent qu'avec le téléphone qui vient juste d'être inventé depuis pas très longtemps, les jésuites s'installent en Belgique pour continuer à enseigner via le téléphone en France. Donc la manière de contourner la loi. En Corée, le gouvernement s'est ému effectivement du temps passé par les enfants dans les cours payants. Et il a fait une loi, il a développé des systèmes qui ne marchent pas très bien justement de l'enseignement à distance gratuit pour tous. Et la deuxième chose, c'est qu'il a mis une loi forçant les élèves à être rentrés chez eux avant 10 heures du soir. Vous voyez déjà, c'est 10 heures du soir. C'est très simple, les enfants rentrent à 10 heures, après ils vont dans leur chambre et ils se connectent aux cours payants par Internet. On retrouve la même façon de contourner la loi. Ces technologies le permettent. Effectivement, après, on voit les liens entre ces technologies, ce monde social et ces transformations fortes qui sont derrière. On avait fait aussi une analyse sur la Tunisie, ces personnes qui avaient fait un entretien juste avant la Révolution. Là, c'était tout à fait intéressant. Il y a les retraités qui acceptaient de parler. Et ça donnait une image possible, bien sûr, qui s'est transformée entre-temps. Les ruptures sont très difficiles à voir. Et très récemment, là, juste en décembre, elle a organisé un atelier de réflexion prospective en Tunisie, avec les gens de l'Académie des sciences et d'autres. J'y suis allé là, au mois de décembre, où avec la même idée, essayer de proposer des choses à partir d'une réflexion sur les transformations en cours au gouvernement tunisien sur les questions d'éducation. Voilà, on a fait tout le nombre de variables, mais peut-être je vais passer rapidement pour aller plus loin. On retrouve derrière, en tout cas, quand on laisse bien les choses, c'est que les aspects culturels sont tout à fait essentiels. Et l'éducation, elle est articulée sur des valeurs et sur des objectifs qui sont partagés au sein d'une nation, ou plus ou moins partagés. Alors quand on faisait tout ça, voilà, en général, quand on faisait des entretiens, c'est-à-dire on disait aux gens, voilà, vous êtes spécialiste de votre domaine, dites-nous, en gros, dans votre domaine, ce qui se passait il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, voilà le point courant. Dites-nous les points de tension actuels qui sont en train de se transformer. Et après, voilà, troisième point dans l'entretien, dites-nous maintenant comment vous voyez les choses en 2030. Et la plupart des gens, quand vous les interrogez là-dessus, même s'ils préparent, ils vous décrivent parfaitement ce qui se passait, ils vous décrivent tout ce qui se passe actuellement, et vous dites, en 2030, franchement, j'en sais rien, voilà, je ne peux pas vous dire. Il y a eu un exemple contraire. Cet exemple contraire, c'est tout à fait intéressant, c'est un haut conseiller à la santé, sur le système de santé. Et il nous a dit, quand il a fait l'entretien, 2030, je ne sais pas, 2020, je vous décris exactement. Donc c'était en 2011, il vous dit, je vous dis exactement ce qu'il y aura en 2020. Et il vous dit, voilà les raisons. En gros, voilà, en 2020, par rapport à 2010, il y aura un nouveau système de santé qui aura 40% de commun avec le système de 2010. C'est-à-dire, on change un système de manière très importante en très peu de temps. Pourquoi? Il lui dit, voilà, il y a 4 sous-ruptures. Il y a une rupture économique, le système de santé coûte trop cher. Donc, il faut réorganiser. On ne peut pas dérembourser. C'est compliqué avec la sécurité sociale. Donc, l'astuce qui va être employée, c'est de dire, il y aura des choses qui seront... on va laisser la variété des prescriptions aux médecins, mais il y a certaines prescriptions qui seront remboursées, d'autres non. Après, le système, il reste libre. Vous voyez l'effet que ça a sur les médecins et sur les patients. Chose que vous choisissez, vous êtes libre, mais après, ce n'est pas remboursé de la même façon. L'aspect technique qui a changé, c'est l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait de ne plus rester à l'hôpital.
Alors que tout le système de santé dans les hôpitaux était fondé sur les lits, sur le fait de rester, et ben le système change radicalement. Et là, il le savait, c'est-à-dire, voilà. Donc il disait, voilà, montée en puissance dans l'ambulatoire, il y en a 32% en 2010, il y en a 80% en 2020. Voilà les transformations. Il y avait 1250 hôpitaux, il y en aura, on va passer à 300 en 2020. C'est-à-dire qu'il était capable même de chiffrer les transformations du système. De dire, voilà ce qui va arriver. Moins de 50% de lits, 40% d'infirmières en moins en 2020. Et l'hôpital sera plutôt à domicile. Après, il y a des aspects sociologiques qui expliquent tout ça, c'est-à-dire que c'est l'écroulement des modèles du métier du bloc, la féminisation qui implique le temps partiel, et une délégation des actes répétitifs des soins infirmiers. Il y a des aspects sociétaux transparents, voilà, il faut donner plus de choses aux patients, il faut être beaucoup plus transparent et donner plus de choses aux gens qui ont de la maladie, etc. Tous ces éléments sont des ruptures ou des surruptures dans le système de santé qui expliquent complètement sa transformation. Et en gros, les implications qu'il voyait, voilà, c'est que le patient ne devrait pas y perdre, selon lui, mais ça, après, c'est difficile à dire. C'est désacralisation de l'hôpital public qui va être exsangue. La recherche va être séparée de la pratique, justement. On certifie les pratiques et c'est les seuls qui seront remboursés. Vous voyez l'idée, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette idée très forte qui vient des États-Unis, qu'on importe aussi en éducation, d'evidence-based, c'est-à-dire voilà, on a la preuve que ça fonctionne. Il y a eu un truc en éducation aux États-Unis qui s'est créé ça sur l'initiative de Bush, où ils voulaient en éducation que des pratiques certifiées. Ben, ça a été un échec complet. Je veux dire. Toutes celles qui voulaient certifier, elles ne répondaient pas aux exigences scientifiques pour les certifier. Ce qui fait que tout ça tourne en rond. Le système de l'éducation ne marche pas comme le système de santé. Hein. On ne peut pas faire de la même manière. Et les gens qui pensent ça se trompent. Alors, monter en puissance de la simulation, parce que les patients ne veulent plus être des cobayes. Il y a une technologie croissante, technologisation croissante. Il y a besoin maintenant de former plus les médecins en compétences de sciences humaines. Il y a des nouveaux métiers, il les prévoyait. Hein, je veux dire. Et il dit, mais le système finalement de l'université n'est pas capable de s'adapter alors qu'on connaît les nouveaux métiers. Hein. Il faut les infirmières à Bac+5, il y a les nouveaux métiers comme l'infirmière d'annonce. En fait, c'est elle qui a le contact avec le patient et plus le médecin qui n'aura plus le temps, etc. Ce qui était intéressant, c'est que voilà, il y avait une description totale de la transformation du système. Et ce qui rendait les choses tout à fait impressionnantes, c'est qu'il disait que c'est le comportement de nous-mêmes en tant que patients qui allons accélérer la chute du système. C'est-à-dire qu'on a un système qui devient inefficace dans certains aspects, il n'y a pas assez de gens, et quand on est malade, on ne va pas attendre 6 mois un rendez-vous. On va aller ailleurs, on peut avoir le rendez-vous dans les 15 jours. Et ce qui fait qu'on participe nous-mêmes de l'écroulement du système de santé et de sa transformation. C'est le seul cas où il y avait une description extrêmement précise, voilà, des transformations en cours. Et les transformations, on est en train de les vivre. Hein. Tout ce qu'on entend après, c'est exactement ce qu'il nous décrivait. Hein. C'est pour ça que c'est assez impressionnant. Bon, mais le système éducatif, rassurez-vous, personne ne vous a dit ça. Personne n'est capable de nous décrire la chose. Je ne l'ai vu nulle part. Hein. Le système éducatif ne fonctionne pas tout à fait de cette façon-là. Alors la question qui se passe derrière, c'est est-ce que il n'y a pas aussi des éléments un peu qui rapprochent les évolutions des systèmes d'éducation des systèmes de santé? C'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas vers des nouveaux modèles de scolarisation? Alors pourquoi? Il y a un nouveau contexte en fait. Ce n'est pas uniquement les technologies. Hein. C'est qu'il y a la vogue actuelle d'approche par compétences. Voilà, on pense beaucoup à l'éducation par les compétences maintenant. Hein. Il y a des nouvelles formes de management, d'organisation, de gestion. Hein. C'est des gestions à l'anglo-saxonne. C'est le rendre compte. Hein. C'est-à-dire toutes les administrations, toutes les personnes, quel que soit leur niveau, doivent rendre compte. C'est ce qu'on appelle la comptabilité. C'est la gestion à base d'indicateurs. Il y a toute une forme de gestion de nos systèmes qui bougent, qui font bouger les systèmes de l'intérieur. Il y a une crise financière, vous le savez bien. Donc, il y a une gestion des coûts, on fait très attention à tout ça, et la vision économique devient forcément un peu dominante. Quelle que soit la vie qu'on a, elle imprègne forcément les questions. Et très souvent, il y a une vision mécaniste par derrière. C'est-à-dire qu'on conçoit souvent les systèmes comme des petits mécanos, on va bouger des pièces, on va recomposer facilement. Le mécano ne fait pas forcément beaucoup de place à l'humain, hein. C'est plus facile hein, si on enlève l'humain ou si on ne le considère pas. Et il y a un nouveau contexte social, hein, avec des nouvelles attentes des parents et des élèves. Est-ce que tout ça va nous amener à un nouveau modèle d'école? Quand on regarde le système éducatif, d'ailleurs, aussi bien l'école que l'université, il y a cette idée qu'on entend partout de personnaliser. Il faut individualiser, personnaliser et rendre les choses plus interactives.
c'est l'idée que voilà, il faut mettre l'élève au centre et en gros, il faut prendre toutes les caractéristiques de l'élève en compte. Donc prendre chaque élève comme les enfants sont différents et chaque élève comme quelque chose, un élément singulier. Il faut que le système puisse prendre en compte toutes ces singularités. Les handicaps, les styles cognitifs, les styles d'apprentissage, les intérêts, les visées, etc., etc. Donc on veut qu'un système collectif fasse de plus en plus de la pédagogie adaptée précisément à chaque élève. C'est suicidaire, hein, je veux dire, dans nos systèmes. Si on veut faire ça, c'est suicidaire. On ne peut pas le faire. Si on a une pression sociale qui pousse là-dessus, c'est une pression qui pousse sur le délabrement de l'école, avec ces formes qui seront trop poussées, justement. Et avec ces soi-disant nouvelles attentes des jeunes, besoin d'activité, de feedback. Alors l'ennui à l'école, essayer de soutenir l'activité et mettre des technologies partout parce qu'ils aiment ça. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les études, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Quand ils veulent apprendre, ils sont aussi intéressés à avoir d'autres choses que les technologies qu'ils consomment à l'extérieur. Derrière ça, il y a une montée en puissance de l'enseignement à distance, justement. Des formes où on va finalement découper les éléments. Parce que l'approche par compétence est intéressante là-dessus. On découpe les éléments en tranches et on est capable de les distribuer d'une certaine façon. C'est des formes après de management qui touchent l'éducation. Et il y a des innovations qu'on appelle de rupture, c'est-à-dire des phénomènes qui prennent peu de place dans le modèle économique. Ce n'est pas pris par les grandes entreprises. Petit à petit, ça vous permet finalement de faire des choses que vous ne pouviez pas faire autrement. Par exemple, si chacun veut un apprentissage spécialisé, je ne sais pas si les enfants veulent apprendre l'indonésien, toutes les écoles de France ne pourront pas faire de l'indonésien. Donc vous dites, la seule façon de le faire, c'est peut-être de proposer ça à distance. Alors les gens vont dire, c'est de moins bonne qualité. C'est peut-être de moins bonne qualité, mais il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens de payer un prof d'indonésien dans chaque école de France. Donc on préfère avoir un service qui est au début moins bon, mais après, s'il prend des clients, petit à petit, il va s'améliorer. La croyance souvent des enseignants, c'est de dire, voilà, les offres qui sont à l'extérieur sont de moins bonne qualité, ce que je fais, c'est mieux. C'est vrai, mais ça n'empêchera pas l'autre de gagner. Parce que le système peut être régulé de manière très différente. Et un système qui offre des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement, ben finalement, il risque de se développer. Et c'est l'hypothèse qu'avec Christensen, hein, il a travaillé d'ailleurs beaucoup sur le système de santé américain, il a travaillé sur l'éducation, et il dit qu'en gros, pour lui aux États-Unis, 50% de tous les cours au niveau lycée se feront à distance. Donc, c'est ce qu'il prévoyait en 2010, hein, donc voilà, 10 ans après. Et ces phénomènes, c'est des phénomènes émergents qui sont de plus en plus impressionnants. Alors ça a fait dire à pas mal de chercheurs américains que finalement, quand on comprend bien ces systèmes éducatifs, ils ont été créés à un certain moment historique et ils ne sont pas capables d'absorber valablement ces technologies. Donc, si on veut utiliser valablement ces technologies, il faut, en gros, changer de système. Et il prévoit finalement la mort de nos formes de scolarisation habituelles. Alors, sur les États-Unis, c'est l'idée que, voilà, on va plus travailler avec les parents, il y aura les choix des parents qui seront respectés, on va travailler beaucoup avec des formes à distance, etc., etc. On abandonne ce modèle collectif qui était le fondement de l'école, disons, industrielle. Et pour eux, ils décrivent, voilà, les écoles où l'apprentissage lié à un monde rural, l'apprentissage au monde industriel, et eux, ils imaginent une école du monde post-industriel qui est complètement en rupture par rapport à notre école traditionnelle. C'est une vision qui n'est pas très éloignée de beaucoup d'anglo-saxons. Hein. Ils voient vite l'école comme un supermarché. Hein. Dans le sens, ceux qui ont de l'argent, ben, ils vont avoir accès à des produits de meilleure qualité que ceux qui ont moins d'argent. Alors que nous, on est sur des modèles, très longtemps, des modèles beaucoup plus égalitaires. On essaie justement d'avoir à peu près des offres équivalentes, quels que soient les enfants et les parents. Pour eux, ils n'ont pas forcément cette vision. Et pour eux, voilà, c'est un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Les écoles ne vont pas disparaître rapidement. Voilà, petit à petit, ben, voilà, c'est aussi le même que le système de santé. C'est-à-dire que pour les gens, si vous avez un système éducatif qui fonctionne mal, vous poussez les parents à aller ailleurs. Le problème numéro 1 des parents aux États-Unis, c'est la sécurité, hein, ce qu'on n'a pas en France. Donc c'est un facteur très fort pour dire on peut conserver les enfants à la maison ou dans des structures communautaires, parce que le fait d'aller à l'école, il y a un danger réel. En France, on n'a pas ce problème de sécurité dans les écoles. Hein, ça n'existe pas, ça, heureusement. Hein. Donc pour eux, vous voyez déjà pour les parents, s'ils ne se sentent pas à l'aise d'envoyer l'enfant à l'école, voilà, c'est une raison très forte pour dire on veut un nouveau système. Et après, toutes ces technologies, toutes ces formes communautaires permettent d'imaginer des formes d'école tout à fait différentes, justement, adaptées à des communautés où vous allez vous retrouver ensemble, faire des choses via Internet ou d'autres, etc., etc.
Et ils vous disent, voilà, tous ces systèmes, voilà ce qui risque de se passer aux États-Unis. Et en gros, ils comprennent bien que ça soulève des questions d'égalité, de comportement social et de cohésion culturelle de la société. Parce que l'école joue un rôle fondamental, vraiment, dans la cohésion de la société. Même si on essaye de... Enfin, on peut la mettre en question sur ces choses-là. Elle a joué ce rôle, elle joue encore ce rôle très fort, justement. Alors, est-ce que c'est ce modèle-là qui va arriver ? Je vais conclure. Ouais. Bon, je pense que, heureusement, on l'a vu dans d'autres exemples, on a une régulation dans le système qui n'est pas la même que dans les pays anglo-saxons. On est, avec beaucoup de pays européens, avec une forme de vision, de valeurs liées à l'éducation qui sont liées quand même à une forme collective. Et qu'il y a d'autres façons de penser l'évolution de notre système, pour éviter de se tomber dans les pièges, justement, à l'américaine, finalement, de déstabilisation totale de notre école. Alors je pense que, voilà, c'est ça peut-être qu'il faudrait construire. En gros, ce que je vous propose, ce n'est pas des modèles de prospective, c'est des modèles peut-être d'action et de réflexion à l'heure actuelle. C'est en train de bouger. C'est ça qu'il faudra arriver à bouger, justement. Si on ne veut pas tomber dans les pièges anglo-saxons, il faut se méfier des lieux communs et des idées reçues et de dire, voilà, quels éléments de construction on peut avoir. En gros, les choses bougent et ces technologies peuvent rentrer. On voit bien que le numérique prend une place grandissante un peu partout. Que le fait d'avoir une infrastructure qui devient fiable, ça a un rôle tout à fait essentiel. Ça peut crédibiliser des choses qui font bouger. Et on est dans cette transition entre le papier et le numérique. Dans notre école, il y a cette transition à faire, qui est en cours, qui n'est pas faite. Ça veut dire qu'il faut transposer, changer les activités progressivement, et il faut hybrider mieux les activités qui sont dépendantes livre-papier et les activités qui sont liées à ces technologies de l'information. Ce qui change d'ailleurs, c'est que les ressources, et à mon avis, les ressources sont un facteur fondamental de transformation. On avait, du fait des supports, on avait des ressources différentes. Les supports collectifs n'étaient pas les supports individuels. Vous avez toujours des affichages, les outils du maître et les outils qu'avait l'élève, son cahier, etc. Ce n'est pas de même nature, on ne transposait pas de l'un à l'autre. Ce que change la technologie, c'est justement assurer un passage entre ces différents supports, justement automatiquement. C'est les mêmes que vous pouvez... En fait, la surface, les gens parlent de surface d'inscription, la surface d'inscription, vous pouvez mettre les mêmes écritures sur des surfaces d'inscription différentes et passer de l'un à l'autre assez facilement, techniquement. Donc derrière ça, ce qui va s'organiser dans l'éducation peut tirer parti justement de ces passages entre ces différentes ressources. En gros, alors une des positions que j'ai, je pense que l'une des clés, c'est peut-être que les collectifs d'enseignants, que ce soit dans le secondaire ou l'université, finalement, soient ceux qui soient responsables des ressources éducatives. En gros, je veux dire, ces enseignements-là dépendent de plus en plus des instruments et des ressources qu'on va utiliser. C'est lié qui vont faire la diversité, c'est ça qui sont le poids des activités qu'on va faire. Et en gros, on a un système où on les importait beaucoup de l'extérieur. Et ce que faisaient tout le temps les enseignants, c'est de les adapter en bout de chaîne. Tout enseignant doit prendre les ressources qu'on lui donne et les adapter pour son contexte particulier, ce que fait tout le monde. Le problème, c'est qu'après, il était en bout de chaîne, c'est-à-dire que le travail qu'il faisait était valable pour l'environnement où il était et n'était pas réchangeable et réutilisable ailleurs. Avec ces technologies, vous pouvez maintenant avoir une chaîne complète. C'est-à-dire faire le même travail de reprise des ressources ailleurs. Vous prenez les manuels scolaires, vous prenez les livres, vous prenez des ressources sur Internet, vous les agencez, vous les transformez, vous les donnez à des élèves. Et après, si vous avez produit, vous pouvez de nouveau les changer, le refaire circuler. Et en gros, ce qui est très important, c'est d'avoir des ressources vivantes. Alors, la ressource, ce n'est pas elle qui est vivante, c'est les communautés qui les font vivre, ces ressources qui comptent. C'est-à-dire les communautés d'enseignants qui sont capables, finalement, de transformer, d'échanger, de modifier, d'adapter les ressources éducatives dans leurs activités. Les gens se sont dit, dans le ministère d'ailleurs se disait, ou d'autres se disaient, voilà, l'enseignant il passe son temps à préparer les cours, maintenant qu'il y a Internet, il va passer beaucoup moins de temps qu'avant. C'est simple, il n'a qu'à apprendre et puis ça va aller tout seul. Ben, c'est le contraire qui se passe. En gros, les enseignants passent beaucoup plus de temps qu'avant à préparer les cours. Ils le passent, pourquoi ? Parce que l'exigence est les plus importante. Avant, il y avait 2 manuels, on photocopiait le manuel, ça allait tout seul. C'était pas compliqué. Maintenant, c'est plus acceptable. Il faut des données qui soient récentes, il faut des données qui soient bien présentées, etc., etc. Donc l'enseignant va passer beaucoup de temps à sélectionner des ressources, à les transformer, à les adapter pour justement répondre à ça. Donc ce temps
justement passer à la préparation, il faudrait qu'il soit réinjecté dans le système lui-même et qu'il devienne plus collectif. S'il devient plus collectif, on a une façon après d'organiser l'ensemble de ces ressources. L'université, il y a eu un choix du ministère assez malheureux qui sont les universités numériques thématiques. Donc il a dit à des gens, vous groupez pour produire des ressources. Mais on vous appelle université, mais vous n'êtes pas d'université parce que vous n'avez pas le droit d'enseigner. Les ressources que vous produisez vont être utilisées par des gens qui sont dans les universités. Et après, ils s'aperçoivent quelques années plus tard que finalement, c'est utilisé par ceux qui les conçoivent et pas par les autres. Ben, la réponse est dans la question et dans l'organisation. C'était du délire de faire des choses comme ça. Mais ils ont continué longtemps, hein, ça coûtait très cher. Et si on repense le système, l'université a plus de mal à travailler collectivement que le secondaire, c'est plus difficile. Mais si on redonnait justement des liens pour permettre d'échanger beaucoup mieux les ressources dans des communautés d'enseignants, secondaires ou universitaires, autorisant le lien avec la recherche, des spécificités de l'université, oui, c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire. Et à mon avis, ça, c'est une direction fondamentale. Si on veut, à mon avis, changer notre système, le cœur de notre système, il est fondé sur, finalement, cette transformation des ressources éducatives qui sont utilisées, transformées, modifiées par l'ensemble des personnes. Voilà, j'aurais d'autres choses à vous dire, peut-être que voilà, il y aurait plein de choses, mais peut-être, voilà, je terminerai là-dessus, c'est plus simple et ça vous donne un peu une idée de, voilà, d'une voie un peu plus positive que ce que j'ai pu vous montrer tout au long de l'exposé.